Au Sénégal, c'est le résultat officiel provisoire des élections législatives organisées le 31 juillet dernier, annoncé par la Commission nationale de recensement des votes. La coalition du président Macky Sall passe de 125 sièges de députés obtenus en 2017 à 82 sièges sur les 165 députés que compte l'Assemblée nationale. Si ce résultat est confirmé dans les prochaines heures par le Conseil constitutionnel, la coalition Benno Bokk Yakaar perd la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Une situation qui s'apparente comme étant une défaite du camp présidentiel qui l'obligerait à s'appuyer sur d'autres forces au Parlement pour faire passer ses lois. Malgré sa majorité de 82 sièges, l'histoire retiendra tout de même que depuis l'indépendance de ce pays obtenue en 1960, c'est la première fois que la formation au pouvoir perd la majorité absolue et se sente dans l'obligation de cohabiter avec des forces opposées. Par ce revers, l'opposition confirme sa dynamique impulsée par les élections locales de janvier, en particulier dans certaines grandes villes, et gagne 80 sièges des députés au total, soit 56 sièges pour la coalition Yewwi Askan Wi et 24 sièges pour celle de Wallu Sénégal. 3 autres députés sont issus des rangs de 3 petites coalitions des partis politiques en pleine émergence. Ces résultats qui seront quasiment confirmés par le Conseil constitutionnel, puisqu'il n'y a pas de recours, pourraient d'ailleurs convaincre le président de la République, Macky Sall, désavoué par les unes, de renoncer au projet qui lui est prêté de se représenter à l'élection présidentielle de 2024, selon des experts et observateurs de la scène politique internationale. À titre de rappel, le président Macky Sall a été élu en 2012 pour un mandat de 7 ans, puis réélu en 2019 pour 5 ans. Depuis quelques temps déjà, ce dernier maintient le flou sur ses intentions d'aller au village ou de rester en poste après 2024, ce qui marque d'ailleurs la fin de son mandat. Au regard de l'évolution d'une opposition ayant visiblement le vent en poupe, tous les espoirs sont donc désormais permis et l'on se hisse véritablement sur un changement au sommet de l'État du Sénégal. Va-t-on vers une alternance au pouvoir? L'opposition aura-t-elle les moyens de saisir cette ultime occasion qui s'offre à elle? Comme il y a cela quelques années, l'histoire va-t-elle se répéter? Quels sont les indices qui dessinent une probable alternance au sommet de l'État du Sénégal en 2024? Malgré cette raclée, le parti au pouvoir et sa coalition peuvent-ils reprendre la main et comment? Toutes ces questions nous intéressent. Au Cameroun d'ailleurs, à quel niveau donc se situe la mise en musique des résolutions du grand dialogue national tenu il y a 3 ans? Le comité de suivi présidé par le Premier ministre Joseph Dione Gouté est à pied d'œuvre et laisse au passage des plumes. Une vague de protestations sur des rapports produits par le comité de suivi alimente les débats. Le Premier ministre et son équipe ont fort à faire face aux Camerounais qui les traitent d'ailleurs de roublards sans personnalité. La 4e section du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national, tenu le 4 août dernier sous la présence du Premier ministre, devrait alors évaluer l'évolution des points suivants. La promotion des langues officielles au Cameroun, la participation de toute région à l'élaboration des politiques publiques nationales, la création et la gestion des missions régionales et de développement, la participation et l'élaboration de la chefferie traditionnelle, entre autres. De ces points donc mentionnés, où en sommes-nous? Le Cameroun est-il sur la bonne voie? Dans la foulée, l'on apprend tout de même de la bouche du Premier ministre chef du gouvernement que près de 12 milliards de francs CFA ont été investis dans la zone en crise afin donc de favoriser le retour à une vie normale dans ces 2 régions dites anglophones. Rappelons tout de même et néanmoins que malgré tous ces efforts consentis et savamment consentis par le gouvernement camerounais et son Premier ministre pour établir l'ordre dans les régions en crise, la situation demeure très critique. Quel est donc l'impact de la mise en œuvre des résolutions du grand dialogue national? Nous menons la réflexion. Bienvenue donc à tous et à toutes. Bienvenue à la palabre intellectuelle. Bienvenue au débat hebdomadaire. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Tout est toujours ce réel plaisir de vous avoir
tous les jours, tout au moins, dans le cadre de ce débat, on va le dire, ce débat hebdomadaire. Il est généralement produit les vendredis, mais nous sommes jeudi exactement, jeudi 11 août de l'an de grâce 2022. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons y aller avec ces deux thématiques qui nous tiennent en haleine ce matin. La toute première évoque cet impact de la mise en œuvre des résolutions du grand dialogue national dans le nord-ouest sur le sud-ouest. Le sujet nous tiendra forcément en haleine. Et le second, nous parlerons du Sénégal, évoquant cette présidentielle 2024. L'alternance se dessine-t-elle? De toute manière, c'est une question également que nous allons essayer de mener la réflexion sur ce plateau, bien sûr, par les soins de nos consultants du jour. Ils sont presque tous déjà, nous attendons quelques-uns encore, mais nous avons déjà la crème pour nous permettre d'y aller. Permettez-moi de les présenter. Tout d'abord, nous commençons par le bleu. À mon extrême gauche, Omer Seda. Omer Seda est doctorant d'études ibériques, enseignant universitaire. Omer, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour mon cher Raoul, c'est un plaisir partagé de me retrouver sur votre plateau pour une première fois avec des thématiques dignes de ce nom. J'espère être à la hauteur de la tâche et pouvoir participer de façon modeste au décryptage et à l'analyse des thèmes soumis à notre attention. Merci encore pour l'invitation. En tout cas, vous avez la couac, vous avez la niaque, vous avez l'intelligence nécessaire pour faire partie de ce plateau dignement respectable et respecté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va peut-être vous poser une question d'entrée, hein. Une question d'actualité, si vous le voulez bien. On parle de plus en plus ce gens qui se focalisent notamment dans ce repli identitaire, je voudrais le dire entre guillemets. On défend maintenant, chaque région essaie de défendre ses élites. On en a encore entendu il y a quelques temps. Les gens demandaient la libération de Iya Mohamed et bel et bien Amadou Bamoulke, le grand frère, l'ancien directeur de l'Archière TV, ce qui n'est que dans la suite de la libération d'un certain Basile Atarnakouna. On aurait cru qu'il aura payé, on nous a fait entendre qu'il a payé le déni de justice. Il a été libéré. Et on dit, apparemment, il y a 2 poids, 2 mesures. Vous en êtes dans la même circonstance? Je crois que je dois avoir une lecture tout à fait différente, mais pour le faire déjà, vous allez me permettre de rappeler un passage très très important de notre hymne national, que des enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest sont tout amour. Et lorsque je l'ai dit, ça veut simplement rappeler aux uns aux autres que la République est au-dessus des ethnies, la République est au-dessus des régions, la République est au-dessus de toutes les considérations partisanes. Raison pour laquelle je ne voudrais peut-être pas passer au tribunal, ceux-là qui défendent les leurs. Il faut simplement leur rappeler que dans une République, on fonctionne avec des lois et les lois sont là pour le bien de tous. Et dans le cas d'espèce, il me semble simplement important de dire que la construction de la cohésion nationale demande que nous ayons un peu de patience, que nous nous départissions de toutes les considérations partisanes, ethniques et autres. Merci à vous, Omer Seda, doctorant d'études ibériques, enseignant d'espagnol, je précise bien la langue. Peut-être bonjour en espagnol. Ah, muy buenos días, es un placer encontrarme aquí. Vous le direz moi en espagnol? Sí, voy a saludar así todos los espectadores de esta cadena muy interesante, Dash TV, que cambia exactamente el ambiente de la comunicación en África. Muchas gracias. Nous autres, nous suivons ça comme étant de la magie, hein, franchement. C'est vrai que nous avons appris l'allemand. Dites-moi de vous prononcer deux mots en allemand, j'aurai de la peine. Mais si je vous parle le mot, ma langue nationale, ma langue natale, je serai très à l'aise. Ça, c'est clair. Alors, nous allons accueillir le deuxième invité qui est sur ce plateau, notre grand frère Paul Ella, expert financier panafricaniste dans l'âme. Il faut rappeler qu'il est d'ailleurs l'organisateur des Awards du panafricanisme qui entre dans leur 2e édition. Ça sera en décembre prochain. Ça sera du 10 au 16 décembre. Paul, bonjour et merci de nous rejoindre aussi ce matin. Bonjour Raoul Pépin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs, chaque jour un peu plus nombreux, et c'est tant mieux pour la cause que nous défendons et pour laquelle nous luttons. Bonjour à tous les techniciens, et je suis heureux qu'ils s'activent et que quand on parle de techniciens Dash TV, on ne parle pas seulement de il, mais on parle de elle aussi, et c'est très bien, c'est un bon signe. Donc je suis à nouveau sur ce plateau avec les illustres panélistes qui constituent la crème de la connaissance et desquels je profite toujours en termes d'éclairage des lanternes. Vous voulez également parler en espagnol, en allemand ou bien, c'est pas quoi, Bassa? Certainement pas. Je
tout en respectant et en aimant la diversité linguistique, même quand elles sont d'origines étrangères, je privilégie... Vous préférez la langue de Molière? Non, je privilégie les langues nationales et je m'attelle à les parler toutes si je pouvais. Et le moment venu, je les parlerai toutes. Tout à fait. Et je choisirai de les dire quelques mots sur ce plateau. J'ai peur que vous soyez de ces Camerounais qui ont la peine à dire bonjour à leur patois. Hein. Vous savez qu'il y en a des gens comme ça. Je n'en fais pas partie. Il y en a qui sont comme ça, ils ont de la peine à parler leur langue. Rassurez-vous, je n'en fais pas. Ils ne parlent que du français depuis qu'ils sont nés. Je n'en fais pas partie, mais je vous donne rendez-vous très vite pour dire plus que bonjour, y compris dans votre propre langue maternelle. Ça nous fera beaucoup de plaisir, Paul est là. Y a-t-il de l'actualité au sein de l'organisation des AVOS que nous attendons avec beaucoup de patience? Alors, vous l'avez si bien dit, mon cher Raoul Pépin, du 10 au 16 décembre, donc, nous serons à Douala avec la deuxième édition des Pan-African Awards, avec une semaine panafricaine d'exposition et de conférences et une soirée de remise des prix le 16 décembre. Et oui, on a des nouvelles, chaque jour d'ailleurs, chaque heure, j'ai envie de dire, parce qu'on a des confirmations d'illustres personnalités qui nous feront l'honneur, par leur présence, de faire partie justement de la crème de ceux qui vont justement permettre que la deuxième édition brille de mille feux. Et ce sera riche en diversité d'origine par rapport aux intervenants. Ce sera riche en diversité de thématiques, de la spiritualité africaine à l'égyptologie, en passant par le contentieux historique ou la liberté et la souveraineté économique et politique via la souveraineté monétaire. On va passer de long en large les diverses thématiques qui intéressent l'Afrique et dont les échanges contribuent justement à éclairer les lanternes, à conscientiser les masses, mais la finalité, c'est la liberté, la dignité et la restauration de notre peuple. Ça sera donc du 10 au 16 décembre prochain. De toute manière, de temps en temps, nous vous donnerons des informations pour que vous soyez en trempe à la pointe de cet événement qui se prépare en grande pompe. On attend d'ailleurs des innovations avec des visages hautement connus de la scène politique, de la scène culturelle qui seront de ce rendez-vous. De toute manière, ne manquez pas sous aucun prétexte. Ça sera du 10 au 16 décembre prochain. Permettez-moi d'accueillir notre grand frère personnel. J'aime bien l'appeler le panafricanisme dans l'âme. Le panafricanisme dans l'âme, le président Badakani. Le président Badakani est homme politique, président du nouveau mouvement populaire. Très cher grand frère, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour mon cher Pépin. J'ai répondu à votre convocation. Comme toujours. Je voudrais saluer mes copanélistes. Quand ils se sont présentés, ils ont rappelé les liens extraordinaires qui nous lient, sur lesquels je ne voudrais pas revenir. Ils connaissent toute l'affection que j'ai pour eux, et les gaillards spéciales, et les encouragements que je ne manque pas de formuler pour d'abord leur vie de tous les jours, leurs initiatives, en l'occurrence les awards qui se préparent. L'ambition, c'est d'en faire un rendez-vous annuel de référence pour la promotion du panafricanisme dans ses différents aspects culturels, économiques, politiques, géopolitiques, économiques, culturels. Donc, on ne peut que saluer ça. Donc, je voudrais féliciter Paulina pour cette initiative. Merci de m'avoir invité, d'avoir pensé que j'étais pour être utile ce jeudi matin pour vous. Président Badakani, je sais que vous avez encore l'air très, très fatigué. Ça n'a pas été facile. Les 6e journées africaines du panafricanisme. 6e congrès vous nous avez fait l'honneur d'être là parce que justement, c'est moi qui vous appelle. Président Badakani, dites-moi un peu, vous vous êtes senti satisfait quand même de cet événement, des 3 jours de pourparlers intellectuels qui ont quand même réuni autour de la même table plusieurs Africains, même ceux qui sont des Caraïbes, ont dû participer à cette histoire-là. On aurait cru que toute l'Afrique et les Caraïbes, je voudrais dire tous les Noirs, étaient pratiquement rassemblés pour la circonstance. Je voudrais d'abord remercier mes companélistes qui m'ont fait l'honneur d'être là présent pendant ces 3 jours. Paul là, il a été là. Notre ami, mon ami Seda. Tout à fait. J'aime l'appeler par son nom. Seda, il était là. Toi-même, à titre personnel, pendant 3 jours, tu étais présent. Donc, je voudrais d'abord vous remercier. Au nom des organisateurs de l'organisation, au nom du NMP, vous dire merci pour cet honneur que vous m'avez fait. Maintenant, pour répondre à votre question,
ben, comment on ne peut pas être satisfait lorsque près de 500 personnes sont là tous les jours, matin, midi, soir, pour s'occuper de l'Afrique et de l'humanité. Satisfaction est totale, au niveau de la participation, au niveau de la qualité de l'organisation. Ce sont les échos que nous avons reçus. Vous y étiez, vous pouvez démentir si j'exagère. On peut être satisfait par la qualité des intervenants et le niveau des débats qui ont touché des sujets majeurs qui sont liés au panafricanisme. On est satisfait par la présence des forces économiques que nous avons sollicitées. Il y a la CNPS qui s'est présentée, le point n'a pas pu être là. Bon, ils se sont excusés, mais ils ont soutenu l'initiative parce que quand une entreprise vous laisse mettre son logo sur vos plaquettes, c'est quand même un engagement, un certain niveau d'engagement. Donc on a découvert que la CNPS faisait du panafricanisme. On l'a découvert. Je salue d'abord son directeur général et son directeur régional qui ont démontré la dimension panafricaniste d'une structure comme la CNPS, ce que nous souvent pas oublier. Donc ça a été extraordinaire à ce niveau-là. La participation des Caraïbes, le Madagascar a été représenté, le Mali a été représenté. Satisfaction aussi au niveau des résolutions, dont la teneur a été rendue publique, je ne voudrais pas revenir là-dessus, qui marque un tournant dans le combat panafricaniste parce que dans les mois qui viennent, nous allons nous atteler à les implémenter. Et ces résolutions sont décisives parce qu'il est désormais question de concrétiser réellement la puissance géopolitique de l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on ne parle plus seulement. Il faut que concrètement, on voit la puissance de l'Afrique. Je vais donner une image claire pour qu'on comprenne. Quand vous voyez les dirigeants africains, par exemple, quelles sont leurs revendications internationales? On vous dit une place au Conseil de sécurité. Macky Sall dit donnez-nous une place au G20. Ça, c'est l'Afrique, ça? Ça fait pleurer. C'est quoi une place au Conseil de sécurité? C'est quoi une place? Soit un pays, une voix, on dit cette bêtise-là. Bien sûr. C'est pourquoi notre pays, pourquoi on dit que l'Afrique, un même pays va pas le long de l'Afrique? Ça a quel sens, quelle affaire? Donc nous, on est à la dimension où il faut bouleverser ces relations. Et ça se bouleverse déjà si les dirigeants africains ne sont pas ambitieux. Le monde, lui, il avance en nous, sans des dirigeants. Parce que les Africains, un peu plus suivre. Ça, déjà, le monde avance. L'ONU, la science, ne le font pas, il va disparaître. C'est arrêté. Donc, aller demander une place au G20. C'est quoi? On n'est même pas au G20. Le G20, c'est contre l'Afrique que cette affaire-là s'est constituée. Ou le G20, c'est les intérêts de l'Afrique et du monde. Où cette affaire-là, on détruit ça. Et la destruction a commencé. Tout à fait. Et vous voyez maintenant que le monde, au moins, on voit maintenant. On parle de multipolarisation. On voit maintenant deux pôles se constituer clairement. Bientôt, le BRIC aura sa monnaie. Mais si les dirigeants africains sont en retard, on va se passer d'eux. Donc, il est question de construire la puissance géopolitique africaine à travers un ensemble d'institutions qu'il faudrait implémenter, dont le LNP va s'atteler à ça. Le LNP, tous les panafricanistes et tous les structures panafricanistes, dans une synergie extraordinaire, vont s'atteler, n'est-ce pas, à rendre ça réel. Donc, les échos sont extraordinaires, évidemment. Nous avons rassemblé toute la problématique peuple noir a été portée par la présence des Caraïbes, n'est-ce pas, qui se sont mobilisés, de la Martinique, la Guinée-Papouasie, la Guadeloupe, les Kanakis, tous ces pays se sont mobilisés et ce n'est pas pour un congrès seulement, ça continue. La dynamique va continuer pour que le monde entier comprenne que le village qu'on appelle la planète Terre, c'est le village des Africains. Et que cela a du sens quand nous parlons de ces choses-là. Donc, voilà, bon, je répète ça, je ne voudrais pas revenir sur le fait qu'apparemment, je n'ai pas vu Dash TV, je vous ai vu, et puis Dash TV a brillé par sa présence. Donc, je salue la présence de Dash TV. Disons que ma présence, quand même, me représentait quelques têtes de Dash TV. Bon, non, j'ai dit que je salue la présence de Dash TV. On a dû voir quand même ces journalistes de Dash TV qui étaient là. C'est pour ça que je dis que je salue la présence très active de Dash TV au 3e congrès, au 6e congrès panafricaniste. Merci beaucoup. Mais c'est j'y étais d'ailleurs à titre personnel, j'étais allé soutenir mon grand frère, le président Badakane. Merci beaucoup, papa. Que je sois des Dash ou que ça soit ailleurs, j'essaierai toujours à ces congrès dans tous les cas. Nous vous sommes très reconnaissants. Et nous préparons déjà la 7e édition, ça sera pour l'année prochaine. Tout à fait. Nous espérons avec des innovations davantage et que le noyau qui se forme déjà va se ressouder davantage parce que le combat devrait continuer. Nous sommes dans une logique de la libération de l'Afrique, des méandres des Occidentaux qui sont encore dans la logique de l'impérialisme et ça devrait totalement s'achever.
Et il faudra que les panafricanismes se soulèvent, parmi lesquels le président Badakani. Votre initiative est saluée à travers le monde entier. Merci beaucoup d'avoir pris assez de courage pour y aller. Ce n'est pas facile, président Badakani. Oui, ça n'a pas été facile, mais on a pu tenir. Je confirme que les débats étaient de très très haut vol. Donc félicitations. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. C'est pas évident, effectivement, mais mobiliser de telles sommités intellectuelles, j'en suis sorti édifié. Permettez-moi de dire un bonjour particulier à celui qui était d'ailleurs à la crampe de cette organisation, mon ami Jacques Sédjou, qui a travaillé activement et à chaque fois qu'il me voyait, il me disait venez prendre un plat de poulet à côté. Monsieur Pépin, c'est intéressant. C'est quand même intéressant ça. Bonjour à toi, mon ami Sédjou, j'espère que tu ne suis pas. J'espère que Paul est là à manger du poulet. De façon. Alors, plus que du poulet. On va donc y aller maintenant. Pour la première thématique qui va... On rappelle à nos téléspectateurs qu'ils ont le droit également d'intervenir sur ce programme. Ils pourront le faire lorsque nous allons entrer en plein dans les débats au 6 57 44 91 57 6 57 44 91 57. Pour ceux qui sont au-delà des frontières camerounaises, c'est d'ailleurs le plus 237. Plus 237, puis vous actionnez sur le 657 44 91 57. Au moment venu, le numéro sera affiché sur le petit écran. Ouvrons donc d'ailleurs la première thématique. Nous parlons de l'impact de la mise en œuvre des résolutions du grand dialogue national dans le nord-ouest et le sud-ouest au Cameroun. Omer, vous êtes enseignant forcément à la trappe de l'actualité également. Alors, au sorti de cette quatrième section du comité de suivi, qui est présidée par le Premier ministre Chef Goldman, on a entendu tout, on a beaucoup entendu. Et sauf que la situation reste statique, plus ou moins statique dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a comme impression qu'il n'y a pas totalement calmé. Comment comprendre ce qui est fait dans les papiers, dans les administrations et ce qui est vécu sur le terrain? Vous savez, quand on parle de ce qui concerne notre pays, le Cameroun, il faut mettre la main sur le cœur et parler sans passion. C'est pour cette raison que je vais vous demander la permission de renouveler ma sympathie aux populations du Nozo qui souffrent le martyre parce qu'elles ont été obligées de partir de leur village pour des raisons que nous n'ignorons pas. Je voudrais m'incliner devant les corps sans vie des soldats camerounais. Je voudrais m'incliner devant ces soldats blessés qui bravent toutes les difficultés, qui donnent le meilleur d'eux pour préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. Je salue par ailleurs toutes les forces vives qui participent, qui travaillent pour que la paix réellement revienne dans cette partie de notre cher et beau pays. Maintenant, lorsque je l'ai dit, cher Raoul, il me semble important de rappeler, je le dis sans passion, une situation comme celle qui vit le Cameroun, véritablement devrait être abordée sans fibre politique ou fibre politique ou politicienne. Actuellement, le monde va vers une formation des blocs. Et je suis tout à fait gêné que, sans procéder d'intention à certains hommes politiques, qui tirent les ficelles dans l'ombre pour pouvoir toujours séparer ce qui ne devrait pas être. Parce que, voyez-vous, les pays sont en train de s'unir pour former un bloc. Mais les autres, dans leur imagination politique, qui me déçoit énormément, cherchent à diviser ce qui est même déjà tellement réduit. C'est simplement, sans prétendre être un donneur de leçons, pour dire qu'un pays comme le nôtre, qui est un et indivisible, face aux difficultés comme celle du Nozo, devrait pouvoir être la cristallisation du patriotisme de tous ses fils, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et lorsque je l'ai dit, et j'assume mes propos, je suis convaincu que certains proches vont dire, comme ils ont l'habitude de le dire, quand on ne tire pas sur le gouvernement, quand on ne tire pas sur les dirigeants, pour eux, ça veut simplement dire qu'on n'est pas bon analyste. C'est pour répondre à votre question. C'est pour dire
que je salue cette initiative. L'action qui est menée dans les administrations et qui devrait avoir un impact sur le terrain. Sauf que l'impact tarde à se formaliser. C'est justement là, on veut comprendre. J'y viens. Vous croyez donc que c'est par coup de bâton magique qu'on peut résoudre un problème? Non. Je pense que le processus est enclenché. Et les dispositions ou les mesures qui ont été prises sur le terrain, progressivement, sont en train de faire tache d'huile. Et il ne faudrait pas simplement que nous restions là dans une situation à vouloir croire que du jour au lendemain, tous les problèmes devraient être résolus. Mais je salue déjà cette initiative de DDR. Il y a ce travail de désarmement. Il y a des jeunes citoyens ou des concitoyens du Nozo qui avaient pris sur eux de prendre les armes contre la République, mais qui reviennent. Quand ils déposent des armes, ces structures qui a été créée par le président de la République les accompagnent vers une réinsertion. Je salue encore là ces visites à n'en point finir du Premier ministre, chef du gouvernement, qui ne perd pas de sommeil, parce qu'il va dans ces régions quand cela est possible, pour toujours rassurer les populations de l'attention particulière du gouvernement à trouver une solution efficace face à cette situation qui préoccupe plus d'une personne. Et je ne peux ne pas aussi insister là sur ces autorités traditionnelles qui travaillent en collaboration avec les institutions de la République pour pouvoir faciliter le retour réel. Après, avec les médiateurs de la République qui ont été nommés dans ces régions du Nord-Ouest. Exactement. Lorsque je l'ai dit, c'est simplement pour dire que je suis de ceux qui pensent que le processus de pacification du Nozo est en route. Ça tarde à venir de façon globale, mais il faudrait simplement que nous ayons un peu de patience, mais que nous ayons aussi cette lucidité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Parce que là, ça tarde à venir, c'est en route. Toujours c'est en route, et puis finalement, ça ne viendra pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Il n'y a pas comme ce déclic, ce courage qu'il faut, ce bouton qu'il faut appuyer pour effectivement que les choses y soient. Justement, la chance que j'ai, c'est que je ne suis pas encore politiquement engagé, même si j'ai un peu tellement de sympathie pour le président Bandakane et avec le NMP. Quand je parle, donc, je n'ai pas la passion politico-politicienne. C'est pour cette raison que je vais simplement vous dire qu'il faudrait que nous ayons le courage de dire que toutes les parties ont des pattes qui traînent quelque part. Et j'ai tout à l'heure félicité le gouvernement camerounais. Mais je pourrais aussi trouver à dire que le gouvernement doit aller un peu au-delà. Et aller au-delà, c'est de matérialiser autant que faire se peut, le plus rapidement possible. Parce que lorsque nous voyons des mesures qui ont été prises par le président de la République, mais alors, sur le terrain, est-ce que les délais de leur implémentation sont véritablement respectés? Que non, ça cloche un tout petit peu à ce niveau. Et je dis, il faudrait que le gouvernement se bouge. Il y a un peu de la lourdeur. Exactement, il faudrait que le gouvernement se bouge. Mais maintenant, au niveau de ceux-là, qui sont allés un peu en marche de la République, parce que j'ai cette chance d'avoir étudié, hein. Vous avez parlé tantôt de l'étude ibérique, et je pense là au terrorisme basque, État. L'archevêque de Pamplona avait rappelé à ces citoyens espagnols qui avaient pris les armes contre la République, en leur disant, oui, ben, je suis bien d'accord avec ce que vous avancez comme raison, motivation, mais lorsque les innocents meurent, lorsque les hôpitaux sont brûlés, lorsque les écoles sont détruites, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce donc véritablement là la meilleure solution pour résoudre vos problèmes préalablement posés? Que non. Et je crois que cet appel de l'archevêque de Pamplona avait essayé d'interpeller la conscience des terroristes basques au point où ils ont revu leur méthode. C'est pour cette raison que je voudrais aussi m'inspirer de cela pour dire à ces jeunes concitoyens, à ces concitoyens du Nozo qui ont pris les armes contre la République, que la violence n'est pas le seul terrain qui peut permettre de résoudre les problèmes politiques. Il faudrait déjà écouter cette voix qui est en face de vous, qui demande à déposer les armes et de rentrer dans un processus réel de dialogue, mais à condition que ce soit avec une sincérité de cœur. Il faut créer aussi ces conditions de dialogue. Justement, il faudrait qu'il y ait une sincérité de cœur. Je voudrais simplement dire qu'une république comme la nôtre a besoin de tous ses fils. Et en ce moment où nos concitoyens du Nozo sont en train de souffrir, il faudrait que nous laissions parler notre cœur
il faudrait que nous allions puiser dans notre hymne national pour nous rappeler que nous sommes de tout amour. Soit tout amour, comme le dit notre cher et beau hymne national. Bref, pour sortir, j'ai foi, j'ai confiance, j'ai espoir. Et je crois que rien n'exclut qu'au sortir de ces débats, tout à fait. La paix soit totalement revenue dans le monde. En fait, notre rêve, c'est de constater qu'au sortir de ces débats, qu'on nous dise qu'ils ont baissé les armes tous. Exactement. Et que la paix est revenue. Paul est là. Votre lecture sur l'évaluation de ces choses, en fait, sur l'évolution, l'impact des résolutions du grand dialogue sur le terrain, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et là, ça semble être problématique là-bas. Alors, je vais reprendre, une fois n'est pas coutume, une pensée d'Albert Einstein qui dit qu'un problème qui n'a pas de solution est un problème mal posé. Et je pense que cette citation parle suffisamment et de façon juste pour la crise qui se déroule, qui sévit depuis 2016 au nord-ouest et au sud-ouest Cameroun. Alors, d'emblée, je suis toujours peiné, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou ailleurs, que des peuples, on va dire les peuples noirs, puisque c'est ceux pour lesquels nous avons choisi de mener ce combat de dignité, je suis toujours très peiné quand je vois des Africains, des Afro-descendants, où qu'ils soient dans le monde, revendiquer une réalité qui n'est pas la leur, revendiquer une identité qui n'est pas la leur, qui leur a été collée, se battre et donc mener un pseudo-combat pour une soi-disant reconnaissance sur la base des critères de valorisation qui leur ont été imposés. Alors, quand je dis ça, je suis en train de dire que le fond du problème au nord-ouest ou au sud-ouest, le fond de la crise est culturel, identitaire. Elle est endogène déjà à une mauvaise conception et ensuite une mauvaise analyse de ceux qui sont supposés résoudre le problème. Et ça participe de chacun d'entre nous. Les autorités sont pointées du doigt, non pas juste pour les vilipender et pour les discréditer, mais parce qu'elles ont le malheur d'être à la tête d'un pays et elles sont donc celles vers qui tous les regards se tournent pour que des solutions soient trouvées. Alors, là où je leur en veux, c'est qu'elles se sont malheureusement laissées entraîner, ces autorités camerounaises-là, dans la démarche politicienne. Ça veut dire qu'on prétend vouloir résoudre des problèmes, même si les intentions sont bonnes. La démarche est forcément moins bonne quand il s'agit de céder aux sirènes, en fait, des chantages politiques de tout ce qui occupe la scène politique. Vous avez des gens qui ont fait de cette crise du nord-ouest et du sud-ouest une source en fait de chantage, un élément justement d'existence, parce que vous avez des politiciens en carton qui font feu de tout bois et qui justement surfent sur les malheurs des populations pour se redorer un certain blason, pour se donner une certaine légitimité. Le premier problème, c'est déjà de continuer. Et ça, c'est la puissance de nos autorités qui peut mettre fin à ça. Mais pour la première erreur, c'est de conserver l'idée d'une crise dite anglophone. Ça veut dire quoi, anglophone? Ça veut dire quoi, francophone? Au point où cet héritage malheureux de la colonisation nous colle tellement à la peau qu'on se l'est réapproprié et que nos guerres maintenant participent de ce que l'autre a décidé pour nous. Ce que le prédateur impérialiste a décidé pour nous. Et aujourd'hui, je veux vous dire, mon cher Pépin, je suis francophone et en tant que francophone, je veux ci, je veux ça. Ça n'a absolument aucun sens. Et quand on se rend compte que c'est de cette mauvaise compréhension, de cette crise-là, que viennent justement les tergiversations et les atermoiements qui font qu'on tourne finalement un peu autour du pot,
il est urgent, quand on s'en rend compte, de revenir aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? Et ça ne se fera pas en un jour, mais il faut commencer maintenant. C'est un impératif catégorique. C'est de se souvenir de qui nous sommes. Le Cameroun n'est pas le Cameroun depuis les indépendances et les pseudo-indépendances de 1960. Le Cameroun n'est pas le Cameroun depuis la conférence de Berlin. Le Cameroun n'est pas le Cameroun de l'époque de la colonisation. Le Cameroun n'est pas le Cameroun de la période de l'esclavage. Le Cameroun existe. Quand on dit Cameroun, les peuples que nous sommes existent depuis toujours. Ils ont existé avant la Première Guerre mondiale qui a défait l'Allemagne de ses terres, de ses colonies, qui lui avaient été confiées et conférées à la conférence de Berlin. Le Cameroun existe avant la Société des Nations qui a redistribué les anciennes colonies de l'Allemagne défaites à d'autres colonisateurs tels que la France pour le cas du Cameroun et l'Angleterre qui étaient sous tutelle. Alors, quand on se souvient de ça, on ne peut pas, je vous rappelle quand même qu'en 2016, ce qui est considéré et qui perdure aujourd'hui, malheureusement au détriment de la stabilité de ces régions et donc du pays tout entier, ce qui est à l'origine de cette crise, c'était des revendications, fussent-elles légitimes, à savoir des avocats et des enseignants ensuite. Mais quand vous regardez le fond des revendications, vous voyez bien qu'en filigrane, on a encore les stigmates de cet héritage colonial. Parce qu'on dit, nous, on veut appliquer le common law. Et d'autres disent, nous, on estime qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants d'expression anglaise. D'accord, c'est légitime dans un certain sens. Mais de là à faire en sorte, enfin, que ce soit nos autorités ou que ce soit les partis d'opposition, que ce soit tous ceux qui sont tapis dans l'ordre. Je crois que cette question a été réglée déjà. Le gouvernement a fait des concessions, les avocats ont trouvé leur compte, les enseignants ont trouvé leur compte, sauf qu'on est maintenant dans une autre logique, la séparation du Cameroun. C'est un peu ça le problème, la division. Mais ça, ce n'est pas négociable. Mais ce n'est pas négociable, mon cher Pépin. Ce que je fais, l'exercice que je fais, ce n'est pas pour vous, parce que vous êtes avertis. On a des téléspectateurs qui ont besoin de savoir. Je resitue le vice de la situation. C'est-à-dire que d'où sort le problème? C'est un problème de perte d'identité originelle et qui a été remplacé par un emprunt identitaire à la solde justement d'un héritage colonial. Et quand vous revenez donc quand je dis ça et que vous revenez sur la question de la scission du Cameroun, mais il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Ceux même qui prônent la scission du Cameroun et qui sont les premiers à se soumettre en fait aux injonctions occidentales et qui prennent ces pays occidentaux comme des modèles, qu'ils se souviennent de l'Espagne et qu'ils se souviennent de l'Espagne avec la Catalogne et qu'ils regardent ce qui s'est passé lorsque la Catalogne a décidé de faire sécession. Et ce qui est arrivé aux dirigeants qui s'étaient autoproclamés indépendantistes. Donc, il faut arrêter, moi j'appelle ça de la démagogie. Ce n'est pas une question d'être pro-gouvernemental ou ceci en disant qu'on ne veut pas que le Cameroun soit divisé. D'autant plus que la division du Cameroun ne va qu'aller dans le sens de ce que la conférence de Berlin avait déjà commencé, à savoir fragmenter le plus possible l'Afrique pour qu'elle soit asservie davantage. Donc il n'est pas question de cession, il est question de retourner aux sources, de se réapproprier l'effectivité de la réalité de notre identité culturelle et qu'on arrête en fait de considérer que l'anglophonie ou la francophonie constituent des repères culturels parce qu'ils sont fragiles et que nos dirigeants, au-delà des résolutions qui ont été prises, et je termine par là, au-delà des résolutions qui ont été prises lors du grand débat national, de façon concrète, qu'on mette fin à tout ce qui continue d'alimenter le sentiment d'appartenance à une identité qui ne reflète en rien nos origines. On n'est pas francophone, on n'est pas anglophone, on est camerounais d'abord, avec des origines lointaines qui vont au-delà de ces références-là. Très bien. Président Madakari, vous êtes homme politique forcément. Cette situation vous intéresse d'ailleurs au premier plan. Alors, dites-nous un peu, est-ce que la démarche qui est pratiquement choisie par le gouvernement camerounais notamment,
dans l'implémentation de ces résolutions du grand dialogue national pourrait être une solution pour atténuer, tout au moins, ramener définitivement de l'ordre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourquoi est-ce que jusqu'ici, on a comme impression que les choses piétinent, ou bien c'est le timing qui semble poser problème? Non, ce n'est pas une question de timing. C'est que fondamentalement, derrière les revendications dites anglophones, il y a la question de la succession du président qui est au cœur de cette affaire. Tout ce qu'on vous raconte là sont des histoires. Dès le départ, au-delà de ce que Paul l'avait bien défini tout à l'heure, la question, et c'est lamentable qu'on en parle tous les jours, la question de l'identité culturelle anglophone, ça fait sourire. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? S'il y en a qui estiment qu'ils sont plus anglophones que camerounais, ben, on n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de remède pour régler ce genre de choses. Si les gens décident qu'ils préfèrent l'anglophonie à la camerounité, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Il y en a même qui ont dit qu'ils sont anglophones avant d'être même bamileke. Ils l'ont dit dans le plateau de télévision. Ils ont dit, bon, contre ça, on ne pouvait rien faire. Hein. On ne pouvait rien faire. Donc, au-delà de ça, il y a le fait que fondamental, il y a la question de la succession du président. C'est-à-dire que dès que la perspective de la succession du président a été posée au niveau géopolitique, au niveau international, n'est-ce pas, a été ouverte au niveau international, cette affaire-ci a pris cette allure-ci. Il faut qu'on se comprenne bien qu'il y ait des durs qui, depuis très longtemps, ont revendiqué cette identité anglophone et même revendiqué un État anglophone. Ça a toujours existé, mais ils étaient extrêmement minoritaires. Il y a les Boinan Forlon, il y a eu les Dinka, les Gorgui Dinka, mais ils ont toujours été extrêmement minoritaires. Bon, après, il y a eu les Ndjoli Toumbe qui ont continué ce combat. Mais historiquement, derrière ça, c'était la bagarre des élites anglophones pour garantir leur place au sein des luttes que les bourgeoisies nationales, n'est-ce pas, se livrent pour le contrôle du pouvoir. Il faut bien comprendre ça. On peut schématiquement dessiner quelques photos de ces bourgeoisies. Vous avez la bourgeoisie du Grand Sud, appelons comme ça, Grand Centre Sud-Est, parlons comme ça. Mais dans le Grand Centre Sud-Est, vous avez le Centre, le Sud-Est, qui se distinguent très bien, mais qui se sont constitués comme une grande bourgeoisie géo-ethnique. Je dis bien géo-ethnique, je parle français. Vous avez la bourgeoisie géo-ethnique du Grand Nord, du Nord. Vous avez la grande bourgeoisie géo-ethnique de l'Ouest. Et vous avez donc la bourgeoisie du Nord-Ouest, Sud-Ouest, qui, historiquement, pour faire face aux autres fragments de la grande bourgeoisie néocoloniale qui a gouverné le pays depuis 1960, utilise la singularité culturelle anglophone pour négocier son insertion là-dedans. Ça lui a valu historiquement l'Assemblée nationale et le Premier ministère pour jouer ces grands équilibres-là. Donc, fondamentalement, c'est ça. Alors, c'est ça. Mais lorsque la question de la succession du président Biya est bien mise sur la table par les tuteurs de l'État du Cameroun, les tuteurs internationaux autoproclamés de l'État du Cameroun, la bourgeoisie anglophone, parlons comme ça, estime qu'il faut donc doper la revendication culturelle, mais en réalité géopolitique, de l'anglophonie pour imposer soit une vice-présidente au sommet de l'État, soit prendre le pouvoir. C'est ça qui est derrière ces 87. Je sais de quoi je parle. Donc ça a dramatisé. Bon, sauf qu'au départ, à un certain niveau, le plan ne marche pas comme prévu. Et ceux qui étaient devant l'affaire sont dépassés. Et maintenant, des extrémistes, d'autres réseaux qui, face à la débandade, liée au fait que les leaders du mouvement se sont essoufflés, parce que je n'ai pas cité de nom, hein, ce sont des pontes du régime. Ils sont là. Ils ont des gros postes là, je ne vais pas citer les noms. C'est bon. Qui, à partir du moment où les tuteurs américains surtout, n'ont pas pu aller au bout du régime, pour des raisons qui sont très complexes à élever ici, le leadership qui était en avant, qui voulait le pouvoir politique, se sont retirés, ont fait profil bas. Maintenant, ceux qui avaient déjà engagés
ne pouvez pas laisser la faire. Quand des gens ont des contrats qu'ils ont signés avec les compagnies pétrolières, vous faites quoi? Mais Ayabacho, c'est quoi? Pourquoi la Norvège lui donne une nationalité? Parce que la Norvège, c'est un apprenti impérialiste qui devait devenir impérialiste parce qu'il a du pétrole et un fonds souverain. On connaît très bien l'histoire. Quand vous avez 18 sénateurs américains, 19 je crois, 19 sénateurs américains, nous avons les noms qui parrainent un mouvement au niveau du Congrès. Pas pour vos beaux yeux, c'est parce que les sénateurs, vous savez qu'aux États-Unis, les sénateurs représentent des lobbies. Ça, c'est légal chez eux, hein? C'est légal aux États-Unis. Ils représentent des lobbies, dont ces sénateurs, n'est-ce pas, roulent parce que en retour, ils lognent, n'est-ce pas, les ressources. Alors les gens ont préempté des ressources alors qu'ils ne contrôlaient pas encore la région. C'est ça le problème. Ils ont préempté les ressources alors qu'ils ne contrôlaient pas encore la région. Monsieur Zulfikar Rachid, il s'exprime sur Internet, il est connu, cet américano-pakistanais. Il dit très bien que nous avons financé la rébellion là-bas à travers les ONG droits de l'homme parce qu'on nous a, en retour pour les ressources, il existe. Quand nous avons commencé à parler de... Comment on appelle cette affaire-là? C'est Kilimandjaro, c'est quelle affaire? Oui, l'entreprise Kilimandjaro, on s'est moqué de nous. Mais je vous ai rappelé ici que c'est nos arguments que l'interparlementaire camerounais a pris pour aller aux États-Unis poser la question au niveau des Américains pour dire que vous ne pouvez pas tolérer sur votre sol des gens qui financent une guerre chez nous. C'est Kilimandjaro. Alors qu'ils se moquaient de nous. Juste aujourd'hui, nous réclamons au moins qu'on nous... C'est de reconnaissance. Non, pas de reconnaissance. Au moins les droits d'auteur. Les droits d'auteur. Parce que quand on parlait de ça, on nous insultait. Moi, j'ai été pris en partie tout à fait sérieusement. Mais aujourd'hui, c'est ça qui a servi. Et ça a commencé... Les Américains étaient coincés puisqu'on a retourné leur loi contre eux. Ils ont commencé à faire semblant de poursuivre les représentants de la diaspora qui, à partir des États-Unis, finançaient cette affaire-là ici. Donc, pour dire que le fond de l'affaire, c'est celui-là. C'est que, jusqu'aujourd'hui, vous voyez les démarches. On vous dit qu'il faut que l'anglophone devienne président pour que ça se calme. C'est quelle affaire ça? Des hommes, on vous dit ça, que non, les francophones gouvernaient le Cameroun. Moi, j'ai gouverné le Cameroun en quoi? Je suis francophone, parce que bon, on nous appelait comme ça. J'ai gouverné le Cameroun. Vous me démontrer en quoi les actes qui ont été pris à Yaoundé me concernaient, moi que vous appelez francophone, je n'étais pas le seul. Voilà sur la table l'histoire des gens francophones qu'on nous a imposé ce titre-là. C'est qu'elle a fait ça. C'est-à-dire, les gens vous disent que et des hommes politiques, ils sont sérieux quand ils parlent. Que non, il faut qu'un anglophone devienne président. Donc, on devient président parce qu'on est anglophone. C'est une affaire, il est tout à l'heure, le schéma, la bipartition du Cameroun. Ça arrange peut-être les hommes politiques dans non, certains, on le connaît, certains, et une certaine hiérarchie au pouvoir, Yaoundé aussi, n'est-ce pas, qui, en se présentant comme le rempart de l'unité nationale, masque la corruption, les détournements de fonds publics et une absence d'un projet sérieux. Ça, c'est un fait, c'est connu. Mais quand vous voulez changer le Cameroun, faites mieux qu'eux. Vous ne pouvez pas vouloir changer un pays et être pire que ce que vous voulez remplacer. C'est-à-dire que les gens vous disent que, OK, au moins ils ont dit l'unité nationale. On peut tout leur reprocher, au moins ils se battent même pour ça, puisque les militaires meurent pour ça. La même heure pour ça. Très bien. Ils ont au moins la volonté de maintenir l'unité de ce pays tel qu'il s'est constitué historiquement. Mais des gens viennent vous dire on veut changer le Cameroun, mais là-bas, c'est qu'il y a d'un côté les francophones et les anglophones. Vous appelez ça en politique? C'est un débat qu'on peut avoir au Cameroun. On peut commencer à parler comme ça au Cameroun. Quel que soit ce qu'on peut reprocher, c'est qu'elle a fait ça. Donc, on nie toute la dynamique unitaire de ce pays depuis les révolutions contre l'occupation allemande de ce pays, contre l'occupation franco-britannique, qui a conduit à l'émergence de ce grand mouvement national qu'on appelle l'UPC. Je parle de la vraie UPC, parce qu'il y a aujourd'hui. Donc on nie tout ça pour dire qu'on ne veut pas accepter que le Cameroun, c'est les francophones et les anglophones. Vous imaginez le recul? Vous imaginez quel recul? Ça veut dire, on va même plus loin. C'est-à-dire, les gens veulent tellement dépiécer le Cameroun que chacun maintenant célèbre ses héros. Maintenant, Dola Mangabès, c'est le héros des Sawa. Gossodine, c'est le héros d'un groupe même Sawa, parmi les Sawa. Bientôt, chacun va commencer à tirer son héros, le fabriquer, dire que c'est pour mon village. Vous voyez à quel niveau on arrive? Vous voyez à quel niveau on arrive? Et les gens font ça pour justifier le fait qu'il n'y a même pas de nation au Cameroun. On dit que, OK, c'est un État sans nation. Du coup, comme c'est pas une nation, il y a des tribus, il y a des régions. Et fédéralisme tribal, maquillé sous le nom de fédéralisme communautaire. Mais la dynamique nationale du Cameroun, on ne va pas nier ça. Elle est pluriséculaire. C'est-à-dire la dynamique où des gens, des régions, des groupes ethniques ont dit on est obligé de se mettre ensemble contre les occupants qui arrivent. Ça, c'est avant l'arrivée des Allemands. Parce que les gens oublient que les Anglais étaient d'abord, on lorgnait ici, avant le tour de consul, même avant les Anglais. Face aux Hollandais, face aux Portugais, face à tous ces gens-là, les groupes tribaux ont compris la nécessité de se mettre ensemble s'ils veulent survivre. Donc, cette dynamique a commencé, elle s'est consolidée avec les Allemands.
Elle a continué dans la lutte anticoloniale face aux occupants franco-britanniques jusqu'à l'aboutissement ultime avec l'UPC, ce grand mouvement national où l'idée d'une nation camerounaise, n'est-ce pas, s'est constituée historiquement. Alors, mais on bat tout ça parce que ça plaît des gens à des réseaux, des tribalistes et des faux fédéralistes. On bat tout ça pour nous dire que non, la seule alternance, c'est que bon, maintenant, c'est les francophones et les anglophones qui s'affrontent. Est-ce qu'on peut accepter ça? Et du coup, quand on met ça devant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, vous êtes obligés de vous contenter de la médiocrité qui est au pouvoir. C'est-à-dire la médiocrité qui gouverne là. Vous êtes obligés. Attends, vous allez faire comment? Vous croyez qu'on va laisser la main du Cameroun comme ça, aller mourir pour rien parce que les gens comment dire, dénaturent les termes du débat pour on le laisser un vrai débat comme il a commencé, comme CEDA a commencé à la table, penser le Cameroun. C'est-à-dire que on peut partir du principe que okay, le pouvoir a échoué. Mais on continue à penser comme eux. Mais on dit pas que le pouvoir a échoué et on demande le Cameroun comme réponse à l'échec du pouvoir. Vous voyez à quoi est-ce qu'on veut nous coincer? Je chute avec votre dimension qu'on ne le dit pas. Vous voyez, quand on lit la crise là, vous voyez, résolution du grand dialogue, voilà comment on lit ça. On va voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. On met de côté les parrains internationaux qui sont derrière l'affaire, mais qui sont les patrons de l'affaire. On ne parle plus d'eux, hein. On parle plus d'eux. C'est-à-dire, on oublie que le Congrès américain a fait des résolutions sur des résolutions pour cette crise. Et d'ailleurs, lorsque le Cameroun a signé l'accord avec la Russie, il y a un voyou là qu'on appelle Tibon Nagui. Qu'est-ce qu'il a dit à Mondovision? Il a dit, OK, bienvenue l'Amazonie. Il a dit ouvertement. Quand vous allez faire ça avec les Russes, nous, on va bienvenue l'Amazonie. Il a dit ouvertement. Bon, c'était un voyou, il a été un sous-secrétaire, mais à son temps, il a œuvré pour ça. Il continue à le faire, mais allez voir les différentes résolutions du Congrès américain liées à cette crise-là. Donc, ce n'est pas une affaire camerouno-camerounaise simplement. C'est une affaire, comme avant l'indépendance, qui a opposé le Cameroun. Et c'est, entre guillemets, ces tuteurs internationaux qui nous ont laissé une patate chaude à dessin. Et ça revient sur la table aujourd'hui. On le compose le problème sur la table. Comme Om Nobel l'avait posé à l'époque. L'a bien formulé à l'époque. Il l'a mis sur la table. Nous, on revient plutôt en arrière, 100 ans, un recul, c'est-à-dire centenaire. Et on veut que ça soit le débat qui est sur la table. Peut-être nous rejetons ça. Alors, Simon D, nous allons accueillir notre doyen sur ce plateau. Simon D, activiste panafricaniste, nous a rejoint. Simon, bonjour et merci beaucoup, doyen, d'être arrivé malgré la longue marche. Le voyage n'était pas si simple, mais vous êtes arrivé avec beaucoup de plaisir. Vous avez suivi, nous parlions exactement de ce grand dialogue national et son impact dans les régions du nord-est et du sud-ouest. On est en train de comprendre si ce dialogue était sincère, si ce n'est pas ce dialogue en principe que les gens contestent, ou alors, en réalité, ce dialogue est dans la logique de la réparation de cette situation qui demande tout de même un peu de patience. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Ce matin, j'ai eu un problème très important, comme tu l'as dit. J'étais en voyage, et régulièrement, je suis en voyage. Je voulais déjà saluer mon frère Balakani et m'excuser parce que j'étais pas son congrès. J'étais dans une affaire où mon frère Paul est là, m'a trouvé et j'ai fait 2 semaines dans cette histoire. Je n'ai pas pu assister. Mais j'ai dit encore vraiment bravo pour tout ce qu'il a fait parce que j'étais au courant. Malgré la distance, j'ai suivi. Parce que c'est mon frère, je ne peux pas le laisser demain. Je voulais également bonjour à mon frère Seda. Et dire bonjour à mon frère Ella. Et saluer tous les spectateurs d'ASTV et tous les techniciens qui œuvrent pour cette émission et pour que l'Afrique se réveille. Et à toi particulièrement qui fait beaucoup de travail pour pouvoir sensibiliser le monde entier. Pour ce qui concerne l'affaire de dialogue, vraiment, il faudrait savoir une chose. Vous ne verrez pas un lion aller chasser l'antilope pour la protéger. Je suis désolé. Parce que quand vous avez dans un pays africain... Alors, on a de la peine à comprendre ces proverbes. La même si on ne les explique pas, on les comprend juste. Bon, je voudrais donc dire... Ah non, allez-y, doyen. Vous ne verrez pas un lion aller à la chasse de l'antilope pour la protéger. Nous avons dans des pays africains des bases militaires, des ambassades, tout ce que vous appelez ONG, qui œuvrent pour diviser l'Afrique. Des généraux ambassadeurs. Des généraux ambassadeurs. Alors vous attendez qu'on organise un dialogue pour unir, pour aménager, quand ces gens-là sont prêts à financer, à donner tout ce qu'ils veulent pour détruire le pays. Je suis surpris qu'on parle d'un dialogue. Ce n'est pas possible. Tant qu'on n'a pas coupé tous les liens avec ces voyous dans nos États, je suis désolé, on va passer tout le temps à tourner en rond, à prétendre qu'on va arranger quoi que ce soit. Cette histoire a commencé. Moi, j'étais un des rares, je ne sais pas, je peux dire un rare, qui a rencontré le gouvernement. J'ai dit, on sait comment une guerre commence, mais on ne sait jamais comment elle termine. Il vaut mieux négocier tel que ce soit le cas. Les gens m'ont dit, non, on a l'armée, on a le pouvoir, on a tout et tout et tout. J'ai dit, bon, mon frère, je parle d'expérience.
On a déjà vécu l'histoire avec l'UPC. Si ce n'était pas l'armée française qui a tué des milliers de Camerounais, jusqu'aujourd'hui, on a des séquelles et ce n'est pas fini. Faisons tout pour taire cette histoire parce que ce sont nos enfants qui vont perdre. Les Occidentaux, ils vont vendre leurs armes quand ils voudront, comme ils voudront, parce que c'est dans leur intérêt. Quelqu'un ne va pas fabriquer les armes et prétendre qu'il va vouloir instaurer la paix chez vous. Ce n'est pas possible. Si on n'a pas compris cette histoire, il y a des lobbies, comme mon frère Bandakani vient de dire, il y a des lobbies très puissants qui sont derrière les rébellions partout en Afrique. Il ne faut pas qu'on se trompe. Vous ne verrez aucun pays en Afrique où on fabrique des armes, où on fabrique les cartouches. Comment vous pouvez m'expliquer que les gens font la guerre, ils tuent des milliers de personnes, mais il y a toujours les cartouches et les armes. Ça tombe du ciel. On doit se poser. Quand on parle de dialogue, le vrai dialogue, c'est de se débarrasser d'abord de tous ces gens qui nous entourent, qui prétendent venir nous aider. Tant qu'on n'a pas mis un terme avec des relations avec ces gens-là, je suis désolé, on va tourner en rond. Et heureusement, on a certains pays africains, parmi lesquels le Cameroun, qu'on n'aime pas. Il faut reconnaître une chose. Quand on réussit à signer des accords avec un pays comme la Russie, ça veut dire qu'on a compris le sens de la bataille qu'on veut mener. Et partant de là, je parle maintenant de ce dialogue. Si ce n'est pas des voyous qui sont dans certains groupuscules qui le pilotent, on peut avoir un résultat serein maintenant. Mais il faut savoir choisir les interlocuteurs parce que ceux qu'on choisit, ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que cette histoire. Ça veut dire que ceux qui ont participé au grand dialogue national, par exemple, pour la plupart, il n'y avait pas de réels interlocuteurs. C'est ce que vous voulez dire? Sinon, le bilan, donnez-moi le bilan. Si le bilan est positif, on est en train d'évaluer ce bilan, effectivement, sur le terrain. C'est l'évaluation que nous sommes en train de faire. Oui, mais on peut évaluer à distance, mais la réalité est ailleurs. Il faut dire, est-ce que la guerre est finie? C'est vrai, on a réussi à taire quelques vérités, mais il faut revoir fondamentalement le problème. D'où se trouve le problème? Et pas négocier avec des voyous qu'on a mis dans certains cercles de pouvoir pour pouvoir détruire, au lieu de contribuer à arranger les choses, ils contribuent à détruire parce qu'ils ont leurs intérêts personnels. Je connais plein de gens qui sont dans ce gouvernement qui ne travaillent pas pour l'intérêt de ce gouvernement. Je suis désolé. Alors, vous avez évoqué la négociation. On négocie donc avec qui? C'est ça la question. On se pose tellement cette question. On négocie avec qui? Dans un pays, on a des structures de renseignement. Vous ne pouvez pas me faire croire que dans un pays, on ne sait pas avec qui on peut négocier. Si les gens ne savent pas avec qui ils négocient, ça veut dire qu'ils ne savent pas diriger. Je suis désolé. Quand vous savez diriger, vous savez qui peut faire quoi dans quelque chose pour taire un problème. Vous ne pouvez pas me demander à moi, un néophyte, de vous dire avec qui on va négocier. Je suis désolé. À votre avis, on n'a donc pas encore touché la cible même qu'il faille. Si on avait trouvé la cible, on serait dans les problèmes. Bon, c'est vrai que les choses s'améliorent. Les choses semblent s'améliorer. Mais on a perdu combien de personnes? Combien de nos enfants sont morts? Combien de structures ont été détruites là-bas? C'est le problème. Posons-nous les vraies questions. Il ne faudrait pas oublier que quand vous aimez quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Et vous verrez la plupart des gens qui sont dans ce pouvoir, vous savez bien que quand le chien a l'os dans la bouche, il ne peut pas aboyer. Ça, sachez-le. Sachez-le. Et je voudrais attirer encore l'attention des gens sur le fait que quand vous voulez le miel, préparez-vous à affronter les abeilles. Quel que soit le cas, ce pays va s'arranger parce que le Cameroun est un pays béni de Dieu. Je sors de quelque part avec Ella. Quand on parle de vos histoires de tribalisme, c'est du pipeau, je suis désolé. C'est des histoires, ça n'existe pas au Cameroun. Les gens manigancent les citoyens pour les utiliser à leur fin personnelle. Ça n'existe pas. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi. Ce tribalisme primaire n'existe pas au Cameroun, je suis désolé. Les gens l'arrangent pour faire du pays ce qu'ils veulent, mais ça va s'arrêter parce que les Camerounais sont en scène. Ça veut dire que c'est la succession du président de la République qui continue à faire ses effets. Bien sûr. Comme on le dit. Et c'est dommage. Le pays est tranquillement, il attend encore ses 4 ans au pouvoir. Les gens, il a bien fait. C'est un très grand mathématicien, il vous expliquer. Et vous imaginez quelqu'un qui vient dans un pays, dans la maison de quelqu'un, demander au père de famille quand il va partir. Il va au village. Imaginez un peu. Est-ce que c'est sérieux ça se fait? C'est la sorcellerie. Non, je voulais seulement dire qu'il faudrait que le pouvoir cherche les gens avec qui on peut négocier pour mettre un terme à ce dialogue. Et je pense que la meilleure structure, c'est vraiment faire en sorte que les régions soient autonomes. Parce qu'il y a trop de concentration de pouvoir à Yaoundé. Et ça qui crée des problèmes. Il y a l'excès de concentration de pouvoir à Yaoundé.
Ça crée des problèmes. On ne peut pas vouloir faire une route dans un village, c'est Yaoundé qui décide. Non, c'est pas bien. Ça révolte les gens. C'est pour ça qu'il faut mettre... Vous parlez donc de l'effectivité de la décentralisation. Tout à fait. Il faudra que les peuples décentralisés prennent leur pouvoir. Bien sûr. Très bien. Alors, on va ouvrir le standard maintenant. On va permettre à nos téléspectateurs d'agir. Ils ont déjà pris le pôle du débat. Ils savent déjà exactement quoi nous parlons. Ça sera avec le 657 44 91 57. D'ailleurs, le numéro sera sur le petit écran. Merci à la réalisation qui vient de le faire. Plus 237 pour ceux qui sont au-delà des frontières camerounaises. 657 44 91 57. 657 44 91 57. C'est le code d'accès pour intervenir à ce débat. Alors, Omer, alors, on parle. Le doyen tout à l'heure semblait parler d'un dialogue qui semble inactif, qui ne peut pas porter ce fruit tant qu'il y a encore certains écrus dans cette nation. Mais par contre, d'autres pensent qu'il faut un dialogue sincère et qu'il faut dialoguer avec des véritables interlocuteurs. Vous êtes dans quelle logique? Je crois savoir que lorsque le doyen parle de dialogue sincère, ça nous donne l'obligation de retourner dans les propos du président Pandakani pour dire que derrière le problème du Nozo se cachent beaucoup de choses. Il a si bien dit. Mais je voudrais d'abord partir sur un fait, monsieur le journaliste. Aux États-Unis, ce pays qui semble passer pour donneur de leçons, il y a une psychologie citoyenne. Le drapeau américain est sacré. Quand je prends un pays qui passe aussi pour la France, disons ainsi, il y a dans ce pays un problème, le problème corse. Regardez un peu la psychologie des Français par rapport à ce problème qui est similaire à celui du Nozo. Est-ce qu'il est évident sur les plateaux de télévision, est-ce qu'il est évident que les universitaires français puissent activer cette volonté de diviser les Français? Je ne pense pas. Mais pourquoi est-ce que diable au Cameroun? Une situation qui est extérieure à nous, Paul est là si bien dit. Mais on m'appelle francophone. Mais qu'est-ce qu'on va dire de mon fils qui fait les études en anglais? Comme on le dit. On va l'appeler quoi? Franco-anglophone? On va dire anglophone, ni à telle date. Très bien. À partir de là, c'est la forum, il ne peut pas venir. Lorsque je l'ai dit, c'est pour rappeler que réellement, je ne suis pas de ceux qui diront qu'il n'existe pas de problème anglophone. Les problèmes, ça dépend de la perception que nous avons. Mais je dis, lorsqu'on veut faire croire qu'il y a deux blocs de citoyens opposés, les francophones d'un côté, les anglophones de l'autre côté, mais allez dans les rues de Douala, allez dans les rues de Yaoundé. Ces frères anglophones, entre guillemets, pour reprendre les propos, qui sont partis parce que quelques individus ont choisi de mettre en mal des populations paisibles qui vivaient dans le village, mais quand ils se retrouvent ici en ville, ont-ils des problèmes d'insertion sociale? Ont-ils des problèmes avec leurs voisins? Sawa, Foufoudé? Non, c'est un faux problème. Ça veut simplement dire que cette politique de diviser pour mieux régner, cette politique d'utiliser les différences, surfer sur les différences linguistiques, sociologiques, pour diviser les Africains, est révolue. Il est de notre devoir de dire à plus d'un qu'une nation se construit. Et une nation ne se construit pas avec des calculs politico-politiciens. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire la politique. Mais on ne pourrait pas être d'accord, monsieur Raoul Benabena, le vert rouge jaune, il est sacré. Et quelle que soit votre sincérité, quand vous vous attaquez au vert rouge jaune, ça m'engage comme pédagogue, je ne crois plus en vous. Quand des gens peuvent s'attaquer à ce qui est sacré, il y a déjà un problème. Mais je voudrais dire que ce problème devrait être résolu déjà de par une conscience citoyenne. Tout à fait, dans des bases consensuelles. Exactement. C'est pour cette raison que ce dialogue sincère n'est pas la sincérité de M. Biya et son gouvernement. Ce dialogue sincère n'est pas le problème d'un parti politique. Ce dialogue sincère, c'est le dialogue de notre conscience. C'est l'harmonie avec notre âme. Mais sauf qu'on remet un peu en question la volonté de ceux qui sont même appelés de faire le choix des interlocuteurs dans ce dialogue. On s'est dit, c'est par dessus, peut-être qu'ils choisissent et qu'ils savent bien qu'ils mettront encore de la poudre dans cette affaire. Est-ce que là, on ne devrait pas voir si effectivement même ceux même qui gèrent cette affaire-là
ne sont pas troublés dans la bêtise. Exactement, cette question, vous m'obligez à aller encore droit dans les buts en disant seulement ceci. Il y a derrière cette prétendue, cette crise, appelons-la ainsi, des enjeux qui n'ont rien à voir avec le vivre ensemble, avec la cohésion nationale. Permettez-moi de prendre cet appel, ils sont déjà prioritaires. Monsieur Kembou nous appelle depuis Douala. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur. Allez-y. Oui, je vous suis depuis là. Je suis content du débat que j'entends, mais j'ai une question à poser à monsieur le président Bandakani. J'ai suivi sur un radio que je dois taire le nom. Je voulais que monsieur Bandakani me dise si c'est vrai que le Cameroun a les documents aux Nations Unies qui prouvent qu'ils ont deux indépendants. Parce qu'il y a les documents avec les emblèmes et avec 300 mètres carrés, et il y en a d'autres près de 1000. Je voulais que M. Bandakani puisse m'expliquer, puisse m'éclaircir un peu sur ce côté-là. Merci beaucoup d'avoir appelé. Le président Bandakani va vous répondre lorsqu'il prendra la parole. Allez-y. Il a dit simplement que... Allez-y. Je a dit qu'il est extrêmement important pour nous de comprendre que la sincérité passe par la volonté manifeste de tout citoyen, à comprendre que les enjeux de construction d'une nation ne doivent pas dépendre des enjeux géopolitiques. Parce que lorsqu'il y a des calculs géopolitiques, il y a problème. Le président Bandakani a parlé de la question de succession du président Biya. Est-ce que dans une république, on devrait être dans des situations, dans des chemins selon lesquels, oui, les francophones déjà, les anglophones... Non, nous sommes là pour des problèmes ponctuels, problèmes de l'éducation, problèmes de la santé. Et je ne pense pas qu'une route qui passe dans une ville de Douala où je vis, il est dit route des Bassins, route des Bamileke, route des anglophones, c'est une route. Lorsqu'une école est construite, au moins enseignant, quand je corrige les copies, Aboubakar Alilou, Bena, Raoul Pepin, Simone D, Ella Mvondo. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre de nous avons oublié Bandakani André. Bandakani André. Mais je recherche là cette substance citoyenne qui va permettre que les jeunes que je forme aujourd'hui soient capables de se poser comme constructeurs de la nation. Et c'est pour cette raison que je sors simplement en disant, l'heure est venue que nous puissions, face à certaines situations troubles, comme celle qui nous interpelle présentement, mettre de côté nos différences. Nous n'allons pas exposer nos problèmes internes. Et lorsque, mon cher Raoul, des médiateurs internationaux, ils se prononcent comme des bienfaiteurs, ils viendront mettre la paix entre nous, mais qui a créé le désordre? Lorsqu'on va nous dire en Suisse, on va rassembler, mais qui a créé? Rentrons dans les méandres historiques. Qui a divisé? Qui a dit cette région, cette autre? Qui a dit que... Non, vraiment, ne nous fatiguez plus avec ces histoires. La nation camerounaise doit se construire. Et s'il est question de prendre position de façon ferme, quitte à ce que ça me coûte, et j'assume, en rentrant, les gens diront, oui, bon, mais il a été corrompu, il a été acheté. Oui, je me vendrai pour que le Cameroun ne soit pas à la merci des sécessionnistes. Parce que diviser ce qui est fait pour être uni, c'est ce qu'il y a de pire. Et des donneurs de leçons, lorsqu'ils auraient divisé la Corse, la France, lorsqu'ils auraient divisé la Catalogne de l'Espagne, alors lorsqu'ils vont convoquer, très bien, je ne sais pas trop quoi, une conférence pour dire que c'est pour réconcilier les Camerounais, je serais d'accord avec eux. En attendant, il faudrait simplement que nous nous souvenons que quand Oumniobé se battait, quand Ernest Oundié se battait, quand Félix Moumié se battait, quand les lions et notables jouent, ce vert ou jaune qui flotte, ce n'est pas le vert ou jaune des anglophones, des francophones, c'est le vert ou jaune des fils et filles du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et cette nation, nous allons la construire, n'en déplaise à Paris, n'en déplaise à M. Thibault Nagui, parce que nous aussi, nous avons besoin d'une nation forte, comme eux, ils prétendent être forts. Très bien, merci beaucoup, Omer. Peut-être avant de venir chez vous, Paul, là, un téléspectateur a posé une question à Bandakani. Je souhaite qu'il réponde à cette question et avant de vous prendre la parole. Président Bandakani. La radio où il a suivi ça, il faut qu'il se rapporte de cette radio pour que
On a dû mettre à sa disposition les sources qui soutiennent de telles arguties. Ça n'existe pas deux États à l'ONU. Il n'y a pas de document qui puisse exister à l'ONU parlant de deux États. C'est simplement impossible. Je dis bien c'est simplement impossible. À l'ONU, nous avons trouvé des documents, des documents liés au mandat, au régime de mandat, au régime de tutelle, qui ont accompagné le Cameroun vers ce qu'ils ont appelé son indépendance. Mais je dois rappeler que tous les référendats qui ont abouti, parlons comme ça, à l'unification de notre pays ont été organisés par l'ONU. Hein. Il faut rappeler ça. Ça a été organisé par l'ONU à la suite des demandes de certains, même, parlons comme ça, mouvements anglophones qui ont réclamé même une troisième voie. C'est-à-dire qu'ils n'étaient ni pour la réunification, ils ont dit une troisième voie. Toutes ces initiatives ont été rejetées au niveau de l'ONU. Rejetées. Les Anglais ont rejeté plein d'initiatives pour imposer le schéma qui était imposé. On a fait ce référendum avec la question bizarre. Voulez-vous vous rattacher au Cameroun? C'est l'ONU qui avait fait ça. Et d'ailleurs, à l'époque, le Cameroun avait porté plainte pour Aïdjo à la Cour internationale de justice pour justement contester les conditions dans lesquelles ce référendum s'est tenu. Maintenant, la question même des superficies, oui, il y a la superficie actuelle du Cameroun et la superficie officielle du Cameroun, telle que cela s'est constitué à la veille des indépendances. Mais avant, on connaît bien que le Cameroun était plus grand que ça. On était pratiquement à 900 000 km². On a perdu des parties de notre pays qui ont été saucissonnées par les colons. Ça, c'est une vérité historique. D'ailleurs, les épécistes écrivaient le Cameroun avec A pour rappeler justement non seulement la question de l'illégalité internationale de la colonisation anglo-francophone. C'était illégal du point de vue du droit international. Dès l'époque, c'était déjà illégal, mais rappeler que le pays tel qu'il était constitué même déjà à la période allemande, sur quelle base même vous l'avez saucissonné. Donc vous voyez, donc à ce niveau, oui, il y a la superficie historique du Cameroun qui remonte de très loin. La question du bec de canard a fait un débat international. Oui, le fameux bec du canard, au nord, là, au nord. Oui, a fait un débat, l'objet d'un débat. Tout ça a été saucissonné, là. On a donné une partie à la Centrafrique, une partie est partie au Nigeria, même au Tchad. Donc, je ne veux même pas sur la partie sud, complètement saucissonnée, Gabon, Congo-Brazza, Guinée équatoriale. Donc, c'est les superficies historiques. Je pense que pour la paix, pour des questions de sérénité avec nos voisins, c'est des questions qui sont devenues des sujets de sagesse diplomatique sur lesquels vaut mieux ne pas revenir. L'histoire a fait ce qu'elle avait à faire, l'histoire est faite. Aujourd'hui, c'est des questions sur lesquelles on ne revient plus. C'est pour ça que ceux qui parlent d'acquis d'anglophone ne savent même pas ce qu'ils disent. Parce que s'il faut parler d'acquis d'anglophone, on va aller très loin. On va aller très loin. Parce que quand vous commencez à parler de la question anglophone, ok, d'accord, on va remonter sur la légalité de la colonisation franco-anglaise au Cameroun. Je veux dire, elle n'est pas légale. On va revenir sur le détournement du mandat, le mandat de tutelle, qui a été détourné par la France. C'est historique, c'est établi. Détourné pour transformer le Cameroun en une colonie française. On va aller très loin. Donc quand les gens revendiquent certains antécédents historiques, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il faut savoir que les phénomènes historiques se suivent et qu'il vaut mieux aller jusqu'au bout de la chaîne pour avoir la vérité à la fin. C'est ce qu'on peut dire par rapport. Il n'y a pas de document à l'ONU, il y a deux États. Alors, il n'y a pas de document à l'ONU, il n'y a que de temps. Peut-être que vous gardez peut-être la parole, parce que c'est votre temps de parole maintenant. Je préfère pour passer directement au grand frère Paul est là. Président Badakani, dans une situation pareille, alors, certains pensent donc, comme Simondé, certains pensent que ce dialogue, en réalité, n'était que perdre de temps. Non, mais il a dit, ce n'est pas perdre de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Parce qu'il n'y aura pas d'issue dans tous les cas. La question qu'il a posée, c'est que déjà... Non, ce qu'il dit, c'est quoi? Je n'ai pas été une perte de temps. Ce n'est pas ce qu'il a dit. En fait, j'essaye de comprendre parce que la suite, il n'y aura pas. Dans tous les cas, il a dit tel que les situations sont, il n'y aura rien. C'est la question des interlocuteurs. Vous faites 1000 dialogues, il y aura le même problème. Faites 1000 dialogues. Les mêmes gens qui vous réclament un autre dialogue sont les qui? Allez voir, ceux qui demandent vos dialogues, qu'est-ce qu'ils vous disent? Observez bien. On vous dit, ok, négocions, mais sur parrainage extérieur. Vous n'avez pas entendu ça tous les temps comme une négociation, on dit parrainage extérieur. Mais suivez-le bien. C'est suspect. On vous dit non, le gouvernement n'est pas crédible là. Il faut un parrain extérieur. Mais le parrain extérieur est crédible sur la base de quoi? De quoi? Il est crédible sur la base de quoi? Vous voyez ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous décidez, parce que vous êtes autoproclamé porte-parole d'une revendication,
vous décidez qu'un gouvernement d'État n'existe plus. Et que pour qu'il existe, il faut un parrain extérieur. Pour que vous asseyez, vous parlez avec lui. Faut ajouter de l'eau à ton moulin. C'est ça que c'est vous parle. Tu as un problème dans ta famille, voilà. Tu demandes qu'un étranger vienne régler le problème. C'est cela qu'il s'agit. C'est pas possible. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez même que quand on doit le dialogue, les conditions même, je veux dire, les conditions même légales, les conditions légales du dialogue, les conditions même politiques même de ce dialogue, mais a priori même annulent la volonté, annule, montre que ce dialogue-là est impossible pour ceux qui le réclament. Parce que vous dites que vous voulez dialoguer avec un gouvernement, vous niez son existence. Vous dites qu'il n'existe pas, que pour que vous parlez avec lui, il faut un parrain extérieur. À ce moment-là, vous allez créer un rapport de force suffisant pour que le gouvernement dise que, bon, ok, quand vous êtes trop fort, j'accepte un parrain extérieur. Tant que vous ne pourrez pas le faire, on ne parle pas avec vous. Parce que c'est de la folie, c'est de la pure surenchère. C'est de la pure surenchère. Il y a la question que tout à l'heure, c'est de la soulevée. C'est-à-dire la validité de cette crise encore, sa validité théorique, sa validité réelle. Il vous a parlé on a dit qu'on a créé un clivage francophone-anglophone. Mais ce clivage a été détruit par ce qu'on a appelé anglophone. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la crise a eu lieu, vers où sont-ils allés naturellement les prétendus anglophones? Les gens qu'on appelle anglophones malgré eux, on les impose qu'ils soient anglophones. Mais ils sont allés vers leurs frères. Pas sur la base des clivages franco-anglophones, mais sur la base de la suivi. Ils sont chez eux. Ils étaient chez eux. Mais qui ici peut s'attarder à nier le droit de nos frères de l'Outre-Mungo de venir chez nous ici, marcher comme ils veulent? Ça peut s'attarder comment? Mais vous voyez, malgré ça, des gens quand même réussissent, malgré cette réalité sociologique massive, à nous voulant nous imposer une barrière, une muraille de Chine qu'on appelle anglophone francophone. Deuxième argument. Contre qui ces gens luttent aujourd'hui? Contre qui luttent-ils? Vous voyez ce qu'ils imposent à l'eux, sont des gens frères hier. Est-ce qu'on peut parler encore de ça? C'est encore quoi? C'est une rébellion? C'est quoi? Elle dit, voyez le traitement qu'ils infligent à ceux qui voulaient libérer. Mais c'est-à-dire, on ne peut plus parler de la crise anglophone sans tenir compte de ces évolutions. Évolutions sociologiques, évolutions socio-économiques, qui sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment vous voulez sauver les gens? Et vous les infligez les pires souffrances du monde. Les pires souffrances du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, les factions socialistes qui s'affrontent. Elles s'affrontent au nom de qui, Pépin? Au nom de qui? Plutôt désormais, mais tous sont supposés être anglo. Bon, si elles sont supposées tous être anglophones, elles s'affrontent au nom de qui? Et pourquoi? Puisqu'il s'agit d'une cause anglophone. Mais il y a beaucoup de choses sur le terrain, Simon l'a dit. Moi, je ne viens même pas de la situation militaire. Parce qu'on peut ne pas aimer le régime, on peut dire ce qu'on veut, la situation de 2017 n'est pas celle qu'on vit aujourd'hui. Il y a eu des avancées, même sur le plan militaire. Énormément d'avancées. Ce n'est pas fini, les militaires tombent tous les jours, les têtes sont coupées ici et là, mais sur le plan du terrain, on sait qu'il y a des avancées. C'est-à-dire qu'ils perdent du terrain tous les jours et ils sont confinés de plus en plus dans des repères vraiment de plus en plus étroits. Bon, il ne s'agit pas de faire le triomphalisme, hein. Non, il y a beaucoup à faire. Mais il dit quand même que quand on l'évalue sur le plan sécuritaire, même là, ils perdent du terrain. Ils perdent beaucoup de terrain sur le plan international. Les faits sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui les soutiennent aujourd'hui rasent les murs. En dehors de quelques égarés du Congrès américain, ce plan international, qui soutient encore ces gens-là? Qui les soutient? Qui les soutient? Donc, il y a des évolutions qu'il y a sur le terrain. On ne peut pas analyser cette affaire comme si non, il n'y a pas ces évolutions-là. Il faut tenir compte de cette évolution pour analyser cette affaire. Donc, le clivage francophone-anglophone est une fabrication de politicards, ce de l'a dit. Paul l'a dit, je crois que Simon aussi est allé dans ce sens. Des politicards ambitieux, mais qui sont prêts à tout pour réussir. Donc, eux, ils ont intérêt à ce que le clivage-là reste. Mais dans la réalité, au niveau sociologique, on a vu que ça n'existe pas. J'allais bien les mariages mixtes. Regardez, imaginez-le. Parlez de quoi? Le mariage mixte. Regardez la course avec laquelle les autres francophones apprennent l'anglais aujourd'hui. Imaginez. C'est tellement grave que les anglophones, les leaders, ils sont obligés de s'inscrire dans une logique d'apartheid. Pour dire que, bon, toi, tu parles anglais, mais tu es né quand? Tu es né quand? On regarde, on dit que non, s'il y a une discussion, tu n'es pas concerné. Donc, toi, tu es né hier. Mais c'est là où on est arrivé. Parce que la cause, puisque vous dites que bon, vous êtes anglophone parce que vous parlez anglais. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Vous parlez anglais, vous avez été colonisé par l'anglais, vous revendiquez le monopole de langage anglais. Mais de plus en plus de Camerounais sont tellement nombreux aujourd'hui à parler anglais. Finalement, donc, on va vers une dissolution de fait de cette identité. Parce qu'à partir du moment où tout le monde va parler anglais, qui sera encore anglophone, qui sera francophone?
Vous voyez, les entrepreneurs politiques de ce chaos-là n'ont pas intérêt à ce que ce mouvement continue, et ni les avancées sociologiques, et ni les avancées anthropologiques pour maintenir une muraille de Chine dans leur tête, l'entretenir pour des raisons politiques. Malheureusement. Alors, Paul est là. Alors, si on consent peut-être qu'il y a des baronnies qui tirent les choses à leur compte et qui, comme le président Badakani l'a dit, et qui ont intérêt à ce que la situation demeure, quelle est la difficulté à déconstruire ces gens? Alors, moi, je m'inscris toujours dans une logique, et vous comprenez bien que c'est mon ADN de panafricaniste qui prévaut, dans une logique des dynamiques des peuples et des populations. C'est-à-dire que je me suis totalement désengagé aujourd'hui des espoirs et des espérances qui se figent et qui se fixent sur le miracle étatique de nos dirigeants. C'est-à-dire que vous entendez encore des gens, vous le savez très bien, qui vous disent vraiment il faut que le gouvernement, il faut que l'État, il faut que... D'accord, ils ont des responsabilités évidentes. Mais à un moment donné, c'est nous les populations qui allons déconstruire tous ces paradigmes-là. Et ça a commencé, mais écoutez le discours sur ce plateau. Si on regarde, on est d'origines diverses, mais on met en avant le fait que nous sommes d'abord Camerounais. Simon Démon se retrouvait dans un village qui n'était ni le sien ni le mien. Et on a tous apprécié le retour aux sources culturelles et traditionnelles de cette dot-là qui était hyper belle. Et je vous confie un secret qui m'inspire. Je ne vous en dirai pas plus. Mais... Prenons cet appel des Bétois. Je reviens vers vous. Monsieur, vous avez dit Atsu? D'accord, depuis Bétois. Monsieur, bonjour et bienvenue sur ces antennes. Bonjour, Dash Media. Je me nomme M. Kennedy, comme vous avez suivi. J'ai une petite question pour le président Barakani. Et je vous dis d'abord merci pour ce que vous faites. Je suis sur le programme depuis le matin, c'est intéressant. Je voudrais savoir pourquoi il s'agit, quand il faut un concours au Cameroun, on demande le tribut. Que vous venez de quel tribut? Parce que tous les fiches du concours au Cameroun, il a mentionné le tribut. Pourquoi il y a le tautonisme? Quand on dit l'honneur de la vie doit être autochtone. Est-ce que tout le monde, celui qui est né à Douala, qui parle Douala, est Douala? Est-ce qu'il est autochtone? Est-ce que moi, je suis à Bétois, je suis marié, j'ai des enfants à Bétois, nés à Bétois. Est-ce qu'ils sont de Bayard? Bon, donc, et quand il y a un concours, mes enfants refèrent toujours dans mon village natal Mancon. Parce qu'il y a toujours cette place, on me dit, quel est le... vous appelez ça quoi? Bon, merci. Merci beaucoup. Le président Badakani va vous répondre bientôt. Alors, achevez. Alors, donc je disais qu'il y a tellement d'éléments factuels, déjà à partir de ce plateau, mais dans la vie de tous les jours, qui montrent à suffisance que c'est nous, les populations, qui devons et qui devront nous départir des mascarades et des manipulations politiciennes de certains politiques en carton, en mal de reconnaissance, qui justement surfent sur toutes sortes de situations sociales et sociétales pour exister. Alors, on vous explique que, et ça c'est un très bel exemple, Commerce d'Appris, c'est un super exemple factuel et empirique, de dire qu'on nous parle de crise anglophone, on nous parle de clivage anglophone-francophone. Et le président Badakani l'a repris tout à l'heure. Mais s'il y avait un problème de tribalisme ou de clivage anglophone-francophone, ce qu'on présente comme les anglophones qui fuient justement les affres que les mêmes prétendus anglophones qui parlent de liberté et d'autonomie leur infligent, ces anglophones victimes fuient où? Dans les parties dites francophones et ils ne souffrent de rien. C'est-à-dire qu'on est le bon voisinage. Donc ça bat en brèche complètement, comme le président Badakani le disait, ça bat totalement en brèche ces constructions illusoires-là qui en fait n'ont pour objectif que la manipulation. Donc, pour répondre à votre question, comment en sortir? Tout simplement en prenant conscience en tant que peuple, en tant que population camerounaise et en refusant de suivre les manipulations, les discours manipulateurs des politiciens, justement, comme je l'ai dit, en mal de reconnaissance et qui essayent justement de faire feu de tout bois. Aussi simple que ça. Président Badakani, vous répondez
la question qui vous a été posée tout à l'heure. Je crois qu'il y en avait deux. Allez-y. Vraiment la deuxième question. Il parlait, par exemple, le maire de la ville, on demande qu'il soit le Toto. Oui, mais il a parlé aussi de chaque fois qu'il y a un concours. Lorsque vous faites un concours, on demande de soit un CV. Non, quand vous faites un concours, on vous demande, c'est ce qu'il dit, je le reprends. On demande, il y a un endroit où il faut remplir l'attribut. Ah oui, la tribu d'origine. Donc, il veut comprendre. Ok. C'est ça qu'il demandait. Ces questions sont très intéressantes. Elles renseignent simplement sur l'état d'avancement de nos pays, de nos États, l'état d'avancement de nos États, qui sont, je le répète, des États néocoloniaux. Quand on dit ça, ce n'est pas pour insulter quelqu'un, c'est un fait. Un État néocolonial, c'est un État qui joue le rôle du gouverneur colonial de l'époque. Le gouverneur colonial, qu'est-ce qu'il faisait? Il fouettait les gens, il classait en bons colonisés et en mauvais colonisés, les tribus dangereuses pour le colon, on les classait. Cette classification servait lieu d'état civil. Le gouverneur colonial n'était pas là pour savoir si les populations locales développent leur économie, hein, pour savoir votre bien-être. C'était qu'on classe les populations de manière à ce que la mise en valeur de la colonie prospère pour le compte de la métro. Alors, donc, nos États continuent ce travail. De fait, c'est-à-dire que, de fait, on leur a interdit de développer l'économie. C'est pour ça que leur argent est confisqué à Paris, c'est pour ça que les matières premières sont sous-payées, c'est pour ça que, comment on dit ça, ce sont des économies d'extraction, vous vendez quelque chose, vous n'en fixez pas le prix, ça c'est pour vous interdire de faire l'économie. Quand vous interdit de faire l'économie, il vous reste quoi? À classifier les populations, à les classer. Il faut savoir d'où ils viennent. Les diviser. C'est ce qu'il vous reste à faire, parce que comme l'économie ne marche pas et que les ressources sont rares, et que la demande pour les ressources est plus grande que l'offre, mais qu'est-ce qu'on fait? On gère la pénurie. Et comment on gère la pénurie? On va diviser, classifier les gens pour qu'il y ait moins de bouches pour aller prendre le peu qu'il y a. Aussi simple que ça, c'est l'état d'arriération culturelle, politique et économique de nos États qui justifie ce genre de politique. Parce qu'un pays qui procède sur le plan économique, qu'est-ce qui va se passer? Si vous développez l'industrie, vous urbanisez vos pays. Quand on urbanise, on détribalise. C'est vrai que ça peut ressurgir après, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que quand vous urbanisez, vous détribalisez. C'est-à-dire que l'évolution de l'économie va détruire les barrières tribales, va détruire les barrières ethniques qu'on impose là. Parce que les lois économiques vont imposer ça. Mais quand l'économie ne bouge pas, mais qu'est-ce qui bouge? Ce sont les lois sociologiques, ce sont les tribus qui explosent, machin et consorts, dont l'État assume ce rôle-là. C'est une mauvaise politique, mon cher. Elle est mauvaise, elle nie d'abord l'histoire de nos pays, elle nie l'histoire de nos pays, et elle remplace notre histoire par un héritage colonial, qui continue l'héritage colonial, c'est-à-dire que l'État lui-même ne le connaît pas, qui gouverne un peuple, comment on dit ça, qui a une histoire, tout à fait, tu as dit quoi, souverain? Oui, qui a une histoire, et qui a réglé les questions tribales dans son histoire. L'État reprend à son propre compte le récit colonial et il implémente. C'est ça qui explique cette affaire-là, qu'on soit encore à ce niveau aujourd'hui, n'est-ce pas, de connaissance des populations sur la base d'une ethnologie coloniale. Non, coloniale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde encore les populations sur cette base-là. C'est la raison que j'explique. Il faut se battre pour que ça change. Il n'est pas normal qu'un gars qui vive pendant longtemps, qui a sa famille, qui a ses enfants dans une ville, on le considère toujours comme un halogène. C'est-à-dire comme un étranger n'a rien à dire sur le sol de ce pays-là. Oui. Et qu'on pense que, parce que je suis né dans une ville, forcément, je dis a priori, ça me rend compétent pour développer la ville. Je dis, mais c'est un a priori qui ne tient pas forcément, qui ne tient pas. Alors, ça dit que toutes ce sont des questions complexes. Il y a au fait que, quand vous commencez à faire l'économie coloniale, c'est-à-dire que vous classez les gens en fonction de leur origine. On n'a pas de l'équilibre régional. Oui, mais la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que sans le vouloir. En même temps, vous dites que vous travaillez pour l'unité nationale. C'est vous qui dites ça, l'unité nationale. En même temps, vous figez les gens dans leurs origines triées. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais quand des gens vont commencer à utiliser ça maintenant, pour nier l'autre, pour dire que l'autre n'a pas le droit de vivre quelque part, l'État fait quoi? C'est là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force de faire ça, la conséquence, c'est que, bon, ok, un bon gars qui n'aime pas l'autre va se baser sur la partie de l'État et dire que, ok, même l'État encourage cette affaire, c'est bon. Moi, j'estime que si vous n'avez pas ta place à Douala, il faut qu'il rentre chez lui. Mais le chez lui, c'est où? Ce monsieur, son chez lui, c'est où? Hors du Cameroun.
Et même là-bas, c'est pas chez toi. Maintenant, nous, on est allé loin maintenant. Nous, tu n'étais pas là. Nous, maintenant, on a dit que c'est la planète qui est notre village maintenant. C'est démontré. Donc, vous me chassez ici, c'est pour que, bon, ok, bon, on va revendiquer, ça va aller jusqu'à un certain niveau. Vous voyez à quel niveau on peut arriver. Non, c'est une mauvaise politique. Je pense qu'avec les combats que nous menons, l'évolution faisant, on va dépasser ce genre de bêtises pour enfin faire du panafricanisme. Très bien. M. Mogdi, vous avez la parole. Oui, en réalité, ne soyez pas surpris. Si un voleur vous vole et déclare qu'il va vous aider à trouver le voleur, vous ne trouverez jamais. Vous comprenez? Et le voleur cherche le voleur. voilà. Alors que c'est lui. Voilà. Et je vais vous dire une chose également. Regardez comment les colons les Français sont installés. Quand ils arrivent, la première usine, c'est les brasseries. C'est Bastos à Yaoundé. Aucune industrie qui peut transformer. Premièrement, ils mettent en place une structure qu'on appelle CFAO, qui vend tous les produits qui viennent de l'extérieur. Et deuxièmement, ils mettent en place une industrie qui distribue tous les produits pharmaceutiques, qui reste jusqu'aujourd'hui. Les États n'ont rien fait pour mettre un terme à cette histoire, qui est une forme d'esclavage modernisé. Moi, je dis toujours que quand vous avez dans un pays un mot qu'on appelle souffrance, là, dans le mot souffrance, il y a le mot France. Quand vous êtes sous le joug de la France, vous êtes dans la souffrance permanente. Souffrance. 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 Je comprends très bien. La souffrance permanente. Donc, il faudrait, si on ne peut pas sortir de cet esclavage monétaire, nos enfants sont des esclaves des autres pendant des millénaires. On leur dit, nous tous, on leur dit tout le temps. Qu'est-ce qui se passe que depuis, jusqu'à 62 ans, aujourd'hui, on est encore sous le joug de la souffrance. Je ne veux pas dire France. Parce que France, c'est la souffrance. Et on est en permanence dans la souffrance. Parce que celui qui a ton porte-monnaie, tu ne peux rien décider dans ta maison. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a la rébellion, il y a la corruption. Tout ça parce que c'est entretenu par la France. Si la France n'avait pas moyen de fabriquer notre monnaie, ils ne pourraient jamais entretenir une base militaire dans aucun pays africain parce qu'ils n'ont aucun moyen. Parce que la France prend tout gratuitement. Je sais que ça ne rentre pas dans le cadre de ce débat, mais c'est très important qu'on comprenne d'où viennent nos problèmes. C'est clair. D'où viennent nos problèmes. Parce que quand on chute, il ne faut pas voir seulement là où on est tombé, il faut voir là où on s'est heurté pour chuter. C'est tout un cheminement qui nous amène là où nous sommes. Il est temps que les gouvernements africains prennent leurs responsabilités et mettent un terme à cette histoire. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous voyez, j'étais à Yaoundé. J'ai vu qu'on a déguerpi les villageois à Ouada pour installer un machin qu'on appelle Carrefour, une structure française. Après 62 ans d'indépendance. Et tout ça, c'est bloqué. C'est pour bloquer le développement de la production local. Parce qu'il faut importer tout ce qu'on veut, imposer aux Africains. Et je voulais vous dire que tous ces produits, ce sont des produits dont les dates de péremption sont dépassées. On a changé pour vous inonder avec des faux produits. Des fausses tasses. Nous, on va courir là-bas. Faux impôts. Et ce même gouvernement va empêcher les Camerounais qui sont dans le maître du Cameroun de développer. Ils vont mettre en place les histoires d'Anor, machin. Et pourtant, tous les produits qui rentrent, personne ne contrôle. On en a peur. Non, c'est dommage. Je dis encore vraiment, je le dis avec beaucoup. Moi, je suis dans le maître du Cameroun. Quand je vois toute cette histoire-là, le poison qu'on donne aux Camerounais à travers les pharmacies, c'est une honte. C'est une honte. Parce que qui contrôle les produits qui rentrent au Cameroun en matière pharmaceutique? Il n'y a que le laboratoire. Or, nous, on exige un produit, on dit, monsieur, passez par un laboratoire. On passe. Mais c'est les produits qui rentrent ici, qui les contrôle? Qui les contrôle? Non, il est temps que le gouvernement. Et je dis encore, quand on est dans un train, celui qui conduit le train, on ne peut pas accuser les passagers quand il y a un accident. C'est celui qui conduit le train qu'on accuse. Parce que c'est celui qui est au volant. On a beau dire, notre chef d'État, il fait beaucoup d'efforts. Mais je pense que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai encore, je n'ai rien à lui reprocher. Parce que d'abord, c'est un Camerounais, c'est mon frère Camerounais. Donc, j'ai un choix entre un Français et lui. Tel que soit le cas, je commence par soutenir mon frère avant de combattre le Français. Donc, quand on veut détruire un arbre, on ne passe pas les racines, on ne passe pas par les branches et les troncs. Donc, c'est la France qui est à l'origine de tous nos problèmes, parce que c'est lui qui détient notre porte-monnaie. Je peux tout reprocher à M. Biya, peut-être parce qu'il est tenu par des choses qu'on ne peut pas imaginer, et ça l'oblige à faire certaines choses. Mais cependant, il faudrait que nous, comme au Mali, on a lutté pour mettre un terme à cette histoire. C'est nous qui devons le faire. M. Biya, il a fait ce qu'il a pu faire en 40 ans. On peut tout lui reprocher. Mais battons-nous pour dire à la France, out. Oh. C'est tout. Pas on n'a pas besoin de... Que Carrefour chez nous. Que Carrefour foute le camp.
Que Total foute le camp. Que la structure qui fait dans les produits pharmaceutiques, qu'il foute le camp. Après 62 ans, on ne peut plus tolérer, monsieur. Je suis désolé. Sauf que s'ils partent, on va chercher. Non, attendez, qui part d'abord? On va remplacer quoi? Monsieur Raoul. On va rappeler. Avant, on faisait quoi? Avant qu'il vienne, on faisait quoi, monsieur Raoul? Non, avant qu'il... Moi, je vous dis que moi, je suis dans la production. Beaucoup d'Africains sont dans la production. Il est temps qu'on mette en place la zone de libre-échange pour que les pays africains échangent entre eux, parce qu'il y a plein de choses à échanger. Le taux d'échange est 2% entre les pays africains. Pourquoi? Parce que l'Occident a mis tout ce qu'il faut pour bloquer. Quand vous voulez prendre les produits ici, envoyer en Côte d'Ivoire, si vous pouvez imaginer ce que vous payez, mais c'est inimaginable. Pas moins de 50 000 pour un produit de moins d'1 kilo, monsieur Raoul. Ça vous dit quelque chose, ça? Et vous voulez qu'on continue comme ça? Avec un pays qu'on appelle la souffrance? C'est intolérable. C'est intolérable, monsieur Raoul. Je suis désolé. Très bien, doyen. Alors, Omer Seda, nous sommes certainement en train de la souffrance. Je n'ai pas vu ça. 17 minutes, nous ne serons plus là. On va donc dire maintenant que on laisse donc l'administration faire ce qu'elle a à faire. Le suivi, évaluation de l'implémentation des résolutions de ce grand dialogue national, peut-être les choses vont bon train et qu'on attend donc, on demande donc aux responsables d'accélérer les procédures de manière à ramener tout à la normale dans le nord-ouest et le sud-ouest. Sauf que là, on a comme impression que l'équation ne semble plus être dans des stratégies, mais dans les volontés. Question traduit réellement l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Mais il est extrêmement important, hein, et ça, je veux le dire toujours en y insistant. Fondamentalement, la construction psychologique de la conscience est extrêmement importante. Lorsque nous parlons de l'état du Cameroun, il faudrait que nous comprenions, et que ça doit être clair, ce n'est pas une affaire de M. Biya, ce n'est pas une affaire de... Non, ça implique là toute la dynamique citoyenne nécessaire pour faire comprendre que tant que nous n'allons pas comprendre que nous avons un destin uni parce que nous sommes des frères, comme l'hymne national l'a rappelé, il y aura toujours problème. Lorsque je l'ai dit, je ne voudrais pas ici pour passer pour le défenseur du gouvernement, hein, mais j'ai envie simplement de rappeler, entre parenthèses, qu'il y a dans toutes les sociétés hein, des systèmes de régulation, de modulation, de protection des entités socio-ethniques qu'on ne traduit pas forcément sur les plateaux de télévision. La preuve, même si vous allez croire que je sors du débat, lorsque nous avons un pays comme celui que vient de citer mon voisin de la droite, prenons Mélenchon, prenons Marine Le Pen, prenons le président Macron. Ils ne sont pas d'accord sur bon nombre de sujets. Mais lorsque tout a trait à la souveraineté de leur pays, alors vous voyez véritablement disparaître leur divergence pour converger vers ce qu'ils appelleraient l'intérêt supérieur de la nation. Mais où est donc l'intérêt supérieur de la nation chez nous? Des questions de souveraineté. L'intégrité territoriale, c'est une question de souveraineté. On ne doit en aucun cas laisser l'extérieur s'immiscer dans des situations pareilles. C'est pour cette raison que je dis, les lenteurs qu'il y a au niveau du gouvernement, ce sont nos lenteurs. Nous disons simplement bousculez-vous. Peut-être cette tendance à ne pas matérialiser ce changement sur le terrain, oui, ce sont nos... comment j'appellerais cela? Ce sont nos turpitudes, mais il ne faudrait pas que nous laissions l'extérieur venir nous imposer une ligne de conduite. Il faudrait simplement que nous comprenions que autant que nous sommes Camerounais, autant que nous sommes fils de Balekombat, de Kaïlé, d'Engelmandouka, nous avons un destin commun. Encore que, M. Biya partira, il a si bien dit lui-même, non. Mais le Cameroun ne partira pas. Le vert rouge ne partira pas. Il faudrait donc que les entrepreneurs du chaos politique qui surfent sur des situations comme celle-là pour diviser autant ceux qui ne demandent qu'à être unis, comprennent simplement que nous avons le devoir d'accompagner le gouvernement. Nous avons le devoir d'éduquer. Nous avons le devoir de sensibiliser. Et lorsque nous nous retrouvons sur un plateau comme le vôtre, non, ce n'est pas pour défendre le gouvernement, c'est pour sensibiliser. C'est pour rappeler à ceux-là qui prennent des armes pour tuer leurs frères dans le Nozo, prétendument dans l'esprit de les sauver des griffes de quelques monstres qu'ils ont dessinés dans leur tête,
Parce qu'ils sont de l'autre bord. Mais attendez, vous faites quoi? Vous ne serez pas pire que celui que vous appelez monstre si on vous donne autant de pouvoir de diriger toutes les populations du Cameroun? Posons-nous cette question. Souvenons-nous toujours que nous avons l'obligation de rappeler à ceux qui nous ont divisés historiquement que ce n'est pas à Paris, ce n'est pas à Londres. Ces gens ne sont pas bien placés pour nous apprendre ce que nous appelons la solidarité. Et c'est dans cette marque que c'est avec fierté que je me retrouve avec des aînés panafricanistes pour rappeler, retrouvons le sens d'amour. Retrouvons le sens de l'hospitalité. Souvenons-nous toujours de ce que nous avons des aînés. On ne parle pas d'aînés n'importe comment. Nous avons des problèmes. On n'aborde pas les problèmes n'importe comment. Nous avons notre arbre à là. Et quand l'étranger vient, attendez par moment, faisons semblant de ne même pas avoir des problèmes parce que l'étranger forcément n'est pas là toujours pour notre bien. Simon Dela s'est bien rappelé. Vivement que ceux qui sont toujours en train de tirer les ficelles entretiennent cette situation lamentable, comprennent que les jeunes soldats qui tombent sous leur balle, ils ne sont pas anglophones, ils ne sont pas francophones, ce sont des citoyens camerounais qui tombent. Et chaque mort est une mort de trop. Vivement qu'au sortir de ces débats, que nous puissions ranger dans les calendriers grecs ces concepts d'anglophonie, francophonie, pour penser simplement que nous sommes des bantous. Très bien. Podela, nous sommes en train de sortir. La paix doit absolument revenir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, il y a un travail de fond qui doit être fait à deux niveaux. Dans l'immédiateté et dans le moyen et long terme. Dans l'immédiateté, c'est déjà arrêter avec le narratif qui ne fait que envenimer la situation. Il n'y a pas de crise anglophone. Il y a une crise sociale de Camerounais qui ont des revendications légitimes, qui doivent être solutionnées, qui ont commencé à être solutionnées, qui peuvent être mieux solutionnées plus rapidement, et il faut le faire. Mais ces problèmes légitimes ont été récupérés et instrumentalisés par des politiciens en carton qui sont en mal de reconnaissance et qui justement font feu de tout bois et sont prêts à mettre le pays à feu à sang pour sauver leurs petites têtes et leurs seuls intérêts. Dans l'immédiat, il faut mettre à plat toutes les considérations, même officielles, qui parfois et souvent même ne se rendent pas compte du mal qu'elles font à notre pays, à savoir dans même les appellations, dans les indications, journal anglophone de la radio, journal francophone de la télévision, c'est une aberration, ça n'a pas de sens. Qu'on puisse encore dire journal en langue anglaise, ça peut s'entendre. Et qu'on arrête de dire école francophone, école bilingue francophone anglophone. Ça veut dire quoi? Et qu'on arrête déjà au niveau des populations, avant même des décisions et des démarches et des actions fortes au niveau du gouvernement qu'on appelle de tous nos voeux, qu'au niveau des populations déjà qu'on arrête de se revendiquer d'une identité qui correspond aux vestiges coloniaux et qui ne contribue qu'à diluer notre identité propre et à donc ne pas nous faire exister au profit justement des désirata, des impérialistes occidentaux. Il n'y a pas d'anglophonie, il n'y a pas de francophonie. Il y a des Camerounais qui doivent se réapproprier de leur culture, de leur réalité contextuelle et de leur histoire. Et quand je dis ça, je dis ensuite, sur le moyen et le long terme, c'est un impératif catégorique que de commencer, pas de songer, mais de commencer sans délai, et ça c'est de la responsabilité de nos autorités d'abord, et des populations au niveau des cellules familiales ensuite ou parallèlement, retourner aux sources. Au niveau de nos dirigeants, ça s'impose en termes de refonte complète, profonde et totale de nos systèmes éducatifs et administratifs. Et au niveau des familles, c'est d'arrêter d'exister et de se valoriser selon des critères extérieurs et dans le regard de l'autre. Arrêter de se voir dans le regard de l'autre et se réapproprier notre originalité culturelle et historique. Que dit donc maintenant
de ces spécificités, si je voulais dire ainsi, qu'on attribue aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont un statut spécial. C'est dit quand même qu'on a considéré que quelque part, il faut les ménager. Alors moi, je suis... le gouvernement fait avec les éléments qu'il a et qu'il pense juste. Ils n'ont pas la science infuse, moi non plus. Mais moi, je dirais que, pour moi, c'est une erreur. C'est-à-dire que de parler de statut spécial. Bon, je pense que c'est une situation de pompiers. C'est-à-dire qu'il y a du feu, il faut trouver des arguments pour calmer. Mais je dis, dans le long terme, ce n'est pas intéressant. Parce que, mais vous savez très bien, mon cher Pépin, que d'autres régions vont réclamer des statuts spéciaux après avoir suscité d'autres problèmes. Et on ne va pas s'en sortir. En réalité, cette situation-là ne nécessite pas de la cosmétique, c'est-à-dire des choses rapides pour calmer ou qui sont calmés, parce qu'à tout moment, il s'agira d'un foyer de feu latent. Qui peut exploser. Oui, qui pourrait exploser. Donc, moi, je pense qu'il est impératif d'exiger, et ça, le gouvernement a tous les pouvoirs pour cela, déjà décoloniser nos administrations. Parce que même quand vous regardez nos processus administratifs, nos façons, nos procédures administratives, nos façons de s'y prendre pour demander une audience, pour écrire une correspondance, pour gérer même une entreprise. Vous avez les germes de la colonisation. C'est-à-dire qu'on fait les choses par rapport à... Et quand on vous dit que vous faites mal dans une administration, demandez à la personne pourquoi vous faites mal. Non. À Paris, on ne fait pas comme ça. À New York, voilà, le président américain fait tel... Mais même nos diplomaties doivent être décolonisées. On vous dit, voilà, il y a ceci. Même dans nos maisons, on va vous dire, normalement, on prend d'abord l'entrée, après le plat de résistance et après le dessert. Quand vous ne faites pas ça, vous êtes un villageois. Mais je réclame ma villageoisie. Je réclame cela. Donc, je le revendique. Donc, vous avez ces déformations culturelles qui sont en fait l'expression patente et affligeante d'une aliénation profonde. On se définit par rapport à l'autre. On veut se penser et se valoriser selon des critères qui nous ont jadis été imposés. Si vous ne savez pas comment on mange le saumon ou le foie gras, alors vous êtes un villageois. Si vous ne savez pas qu'on boit le tel vin avec telle nourriture ou dans tel verre, alors vous sortez de nulle part. Vous ne touchez pas la cuillère avec le bras, voilà. Vous êtes un villageois. Alors, ce n'est pas mauvais d'avoir une culture globale. Globale. Ce n'est pas mauvais. Vous devez maintenir. Ce n'est pas mauvais, voilà, c'est ça. Ce n'est pas mauvais. Il faut savoir, si vous mangez même avec des bâtons, comme les Chinois, c'est bien. Ça élargit votre champ culturel. Mais de là à se définir selon les caractéristiques imposées par d'autres, c'est ça qui s'appelle de l'aliénation et il faut s'en départir impérativement. Le président Badakani, vous avez également, pour le mot de fin, nous sommes en train de sortir. Moi, je voulais dire quelque chose. L'ordre doit être rétabli dans le nord-ouest et le sud-ouest. Absolument. Mais il est en train d'être rétabli, malgré les difficultés. Quand on parle d'ordre, il y a toutes les dimensions qu'il faut mettre en exergue et prendre en charge sérieusement. La crise n'est pas un défi purement sécuritaire. La sécurité est un facteur important, mais il n'est pas le seul. Il faut que le plan de reconstruction des deux régions s'articule avec une mobilisation des populations pour cette cause-là aussi. Alors, l'élément sécuritaire entre en jeu à ce moment-là, il faut pacifier, il faut neutraliser les sécessionnistes les plus dangereux pour la République, il faut les neutraliser. Il faut impliquer la population davantage, il faut l'impliquer. Il y a des avancées en termes d'implication des populations, c'est aussi un facteur, c'est aussi une évolution dans la crise qu'on néglige. Avant, les populations ne collaboraient pas, nous le savons. Aujourd'hui, les populations commencent à collaborer, elles pourchassent même de temps en temps même les terroristes. Et ces types de guerre ne se gagnent pas sans les populations. Sans les populations. Elles commencent à pourchasser même les sécessionnistes. Donc il faut impliquer les populations davantage. D'où une relation de confiance à établir avec les populations. Alors quand on parle d'un plan de reconstruction, c'est bien. Sa globalité, c'est bien. L'infrastructure, c'est bien. Quand on lit ce qui est fait, si c'est vrai et vérifiable, c'est-à-dire il faut que l'administration rétablisse le corps à corps, le contact, individu par individu, entre elle et les populations. Ça commence là. C'est-à-dire il faut une relation de confiance. Si les populations de ces régions-là ont confiance dans l'administration, comme elles commencent à collaborer avec l'armée, ça va être une grande victoire.
Parce que sinon, le plan de reconstruction, là, il va être compromis. Tout à fait. Vous comprenez? Il va être compromis. Et investir aussi dans ce que j'appelle la gestion du récit. Tout à l'heure, quand nous écoutons sur ce plateau, vous voyez comment on parle cette affaire? Ça n'a rien à voir avec ce qui est dit. Donc, il faut que des récits alternatifs, basés sur la vérité, soient diffusés, soient promus, pour essayer de désintoxiquer les populations qui en ont bu jusqu'à la lie. Voilà. Alors, le doyen, on vous donne le soin maintenant de clôturer ce plateau. Merci. Je voulais seulement finir cette émission avec 3 proverbes. Il faudrait que les gens sachent que les aigles ne volent pas avec les moineaux. Les aigles ne volent pas avec les moineaux. La France n'est pas un pays avec lequel le Cameroun doit collaborer parce que c'est un petit pays. Je voulais leur rappeler que s'ils ne sont pas contents de ce qu'ils sèment, de ce qu'ils récoltent, qu'ils changent de sémence. Et le serpent change de peau pour être beau, mais son poison ne change pas. Quoi? Le serpent change de peau pour être beau, mais son poison ne change pas. Je voudrais sortir de ça en disant simplement que les Africains doivent prendre leurs responsabilités, faire comme le Mali et la Centrafrique sont en train de nous le démontrer et appartiennent à un pays qu'on appelle la souffrance. Donc ils sont en train de montrer par quel chemin nous pouvons passer pour nous libérer totalement du joug de la souffrance. Et ça, c'est le devoir du peuple et non d'un gouvernement. Parce que si le peuple est déterminé, on a vécu Dikolo, on a vécu Ouada à Yaoundé, où on enlève des autochtones, des citoyens, pour mettre une compagnie française. Ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas. Ça, on est en train de nous insulter, nous piétiner, et ce sont des fonctionnaires que nous payons, parce qu'ils sont nos ouvriers. Ils n'ont pas un champ de patates où ils prennent l'argent pour se payer. C'est nous qui les payons. Ils doivent nous respecter. Respecter le peuple qui leur a donné le pouvoir de nous diriger. On n'a pas donné le pouvoir de nous exterminer, de nous écraser, de nous violenter. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie d'avoir invité. Lorsque le chien a de l'eau dans la bouche, il ne peut pas aboyer, c'est ça? Il ne peut pas aboyer. Lorsqu'il a de l'eau dans la bouche. L'os dans la bouche. L'os. Merci à vous, toutes les 4 d'être là. Vous avez constaté, on n'a pas pu débattre sur le Sénégal. Nous reviendrons probablement la semaine prochaine sur ce sujet qui demeure d'actualité, puisque nous projetons l'alternance dans ce pays en 2024 au regard des résultats des élections législatives et l'évolution politique au Sénégal, qui fait que l'opposition semble avoir le vent en poupe. Nous allons évidemment revenir la semaine prochaine pour en parler de fond en comble, peut-être d'unique sujet même d'ailleurs. Et là, nous aurons les interlocuteurs sénégalais qui seront effectivement du débat. Merci à vous d'être là ce matin, et comme tous les matins, vous nous avez fait plaisir. Merci à mes très chers panélistes du jour, Omer Seda, doctorant universitaire, doctorant d'études ibériques, enseignant. Merci à vous, Omer, de nous avoir rendu visite. C'était la toute première, mais je vous donne 19 sur 20, même si j'ai envie d'enlever un demi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci à vous, Paul Lela, expert financier panafricaniste. Mon grand frère était également présent à ce débat, Paul. Merci d'avoir constaté toujours que vous y êtes là également. Et je veux remercier le président Badakani, homme politique présent du nouveau mouvement populaire. Mon grand frère particulier, j'ai bien le dit, panafricaniste dans l'Aboussi. Et puis le doyen Simone, activiste panafricaniste, était également là. Nous allons remercier toute l'équipe technique qui nous a mis en lumière ce matin, sous la direction bel et bien de la réalisatrice du jour, Paulina. Redonnons-nous rendez-vous certainement prochainement pour notre débat de ce genre. Merci également à ces téléspectateurs qui nous ont appelés. Ça sera désormais ici. D'ici là, portez-vous bien.